Mon rôle est réussi quand les gens ont l'impression que j'existe pas, et c'est très bien comme ça. Ça a commencé comme ça avec le livre de Mathieu Blanchard, et pour moi c'était un exercice un peu nouveau. C'est une sécurité aussi d'être caché derrière d'autres histoires qui sont pas les siennes et d'y apporter simplement des compétences. C'est pas mon livre, c'est leur livre. Moi je suis juste quelqu'un qui accompagne et qui aide, comme je l'ai dit, à accoucher d'une histoire. Le fait de côtoyer ces personnes qui sont des machines à réussir quelque part, de les aider à raconter leur histoire, on se dit c'est possible en fait. Côtoyer ces personnes-là, ça m'a donné confiance aussi personnellement dans pas mal de domaines de ma vie. Et quand je vais faire une course de 150 km ou plus, oui, je vais souffrir, mais déjà, c'est moi qui l'ai choisi. Et en fait, je trouve ça fascinant de me dire, je traversais la Martinique à la seule force de mon propre corps. Franck, bienvenue sur Crisis, comment tu vas ? Ça va super, écoute, en pleine forme, prêt à fêter Noël, comme il se doit. Parfait, justement, on tourne l'épisode juste avant les fêtes, mais il sortira juste après, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Mais ouais, c'est très cool de reprendre un peu les tournages, et avec toi, on s'est rencontrés il y a quelques temps, donc ça fait plaisir de tourner avec toi aujourd'hui. Super, merci pour l'invitation en tout cas. Merci d'être venu. Justement, pour commencer un peu l'épisode, on en a parlé un peu en off, mais t'écris et racontes beaucoup d'histoires de grands athlètes. C'est rare de voir justement la tienne et de la mettre en avant, donc je te propose aujourd'hui justement de pouvoir parcourir un peu la tienne et voir ce que tu as appris sur toi à travers ces écrits, mais aussi tes expériences sportives. Et si ça te va, on commence tout de suite. Super, c'est parti. Parfait. Alors la première question que je pose justement à tous les invités, c'est qu'est-ce que je dois savoir pour comprendre la personne que j'ai en face de moi ? Attends. Avant de continuer, j'ai quelque chose à te demander. Seulement 4,7% d'entre vous sont abonnés. Si c'est pas encore ton cas, abonne-toi parce que plus on est nombreux, meilleurs sont les épisodes et les invités comme celui d'aujourd'hui. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, mais pour nous ça change tout. On reprend, bon épisode. Qu'est-ce que tu dois savoir ? Écoute, que moi à la base je viens vraiment du journalisme, Je suis issu d'un parcours classique d'école de journalisme, de presse écrite, un peu de télé aussi ensuite, et que je pense que tu dois savoir, c'est qu'à travers ce journalisme-là, il y avait toujours eu l'envie de raconter des histoires, et que c'est un peu trivial comme pensée, mais que cette envie de raconter des histoires, elle est forcément liée aujourd'hui au plaisir que je prends à raconter celles des autres et à y mettre toute l'énergie possible pour que ça soit en cohérence avec leur personnalité, leur trajectoire. Donc je dirais ce qui est primordial à savoir, c'est la passion que j'ai pour les histoires et l'envie de les raconter, ouais. Ok. Et dans cette, justement, dans cette passion des histoires, c'est une question qu'on se pose, et justement au bureau, on m'a demandé, c'était intéressant de savoir pourquoi justement raconter ou vouloir raconter celle des autres plutôt que la sienne en priorité. C'est une bonne question. D'abord, je pense que c'est une sorte de concours de circonstances. Moi, dans ma trajectoire personnelle en tant que journaliste et auteur, il y a eu un moment où, en commençant à travailler avec une maison d'édition qui est Flammarion en l'occurrence, on a eu l'opportunité ensemble d'apporter un projet qui était celui de Mathieu Blanchard, que moi je connaissais pas particulièrement, mais que j'avais suivi de loin et dont j'avais envie potentiellement de raconter l'histoire. Et en fait, ça a commencé comme ça, avec le livre de Mathieu Blanchard, donc Vivre d'aventure. Et pour moi, c'était un exercice un peu nouveau parce que c'était une première. Des histoires en tant que journaliste, j'en avais raconté, mais pas spécialement de cette façon-là, c'est-à-dire en me mettant dans la peau de quelqu'un pour raconter à la première personne au jeu son histoire, donc en plus à un jeu qui n'est pas le mien. Et je pense qu'avec ce premier travail, il s'est vraiment passé quelque chose. J'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Moi, je me suis trouvé à ma place. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être dans l'ombre, mais qui se met pas spécialement en avant. Et je trouvais que ce rôle-là, en tant que passionné d'histoire, passionné d'écriture, de réussir à rendre réellement toute la sensibilité d'une histoire particulière, d'athlète en l'occurrence, puis pour commencer par celle de Mathieu, c'était un rôle et une aventure qui me plaisait énormément. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Ok. Et du coup, quand tu as écrit justement celle de Mathieu, tu parlais que tu étais intéressé par les histoires. C'était directement des histoires sportives, toi, ce qui t'intéressait et te touchait déjà avant, ou c'est tombé un peu sur le fil
là-dessus, le fait que ça soit Mathieu en plus, qui a un beau palmarès sportif. Parce que j'ai vu que tu avais écrit une BD sur le foot juste avant, je crois, non? Alors, c'était pas une BD, ouais. Alors, Ok. ça remonte à pas mal d'années, puisque le livre de Mathieu que j'ai coécrit est sorti en 2023, si je me trompe pas. Et 10 ans avant, il y a eu le Dictionnaire des supporters qui est paru aux éditions Stock. Ouais. C'est pas une BD, c'est vraiment un livre, un document de non-fiction, sous la forme d'un abécédaire qui reprend un peu tout l'univers des supporters de foot, de la lettre A jusqu'à Z. Donc c'était un travail complètement différent, pour le coup, typiquement de journaliste, où l'idée c'est de raconter cet univers-là, qui était l'univers des tribunes, que ce soit les tribunes de football, que ce soit politiquement, culturellement, musicalement, d'un peu le décrypter. Et donc, oui, rien à voir, mais effectivement, ça trahit quand même une passion pour le sport. Alors, à la base, le foot. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me suis mis à courir au bout d'un moment, que j'ai découvert à la course à pied, le trail, et que je pense que cette envie d'écrire sur ce qu'on aime vient assez logiquement au bout d'un moment. Et c'est la rencontre de tout ça qui a fait que il y a eu cette rencontre avec Mathieu, il y a eu la volonté de lui proposer ce livre avec les éditions Flammarion, et que moi, ce travail un peu de co-auteur est venu se greffer. Mais c'est sûr que le fait d'être trailer aussi, d'être coureur, a joué énormément dans l'envie que j'ai eue de raconter cette histoire-là. Et aussi, je pense, à un moment donné, en tout cas pour un premier exercice de la sorte de co-auteur, une sorte d'avantage de connaître le sujet sur lequel on écrit. Je pense que c'est totalement dépassable au bout d'un moment. Il m'est arrivé d'écrire d'autres livres depuis sur des sujets que je ne connaissais pas du tout. Mais je pense qu'à la base, pour cet exercice-là, commencer par quelque chose qu'on maîtrise, c'est quand même un privilège et une aide, ouais. Du coup, tu faisais déjà du trail aussi avant de commencer l'écriture avec Mathieu ou... Oui, absolument. Moi, j'ai découvert la course à pied un peu après plein d'années de foot. J'allais dire comme tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est une trajectoire un peu de pas mal de gens qui ont fait des sports collectifs ou quand ils étaient plus jeunes et puis qui en viennent à la course à pied un peu plus tard. Moi, j'ai découvert la course à pied aux alentours des années 2015, donc il y a une dizaine d'années. Et puis la trajectoire classique, quoi, d'abord de la route, des 10 km, des semis, des marathons, et la découverte du trail et de l'environnement en montagne, que moi, je connaissais pas du tout pour le coup. Je suis vraiment très urbain. J'ai pas eu la chance ni l'opportunité de partir beaucoup au ski quand j'étais jeune. La montagne, c'était vraiment un territoire que je connaissais pas et que j'étais amené à découvrir. Et donc, gros coup de cœur, donc passer de la route au trail. Et voilà, finir par me passionner vraiment par ce sport, à allonger les distances et puis à m'y intéresser aussi en tant que coureur amateur, mais aussi en tant que terreau d'histoire potentielle. Et tout ça s'est rejoint à ce moment-là, ouais. C'est hyper intéressant et je pense qu'on reviendra aussi sur la partie sportive après parce que tu fais quand même des belles courses. Diagonale des Fous, on en parlait avant, la Transmartinique, là, il y a quelques semaines, le week-end. Ouais, c'était le 5 décembre, donc c'est vraiment tout neuf. Il n'y a pas si longtemps, mais pour rester un peu sur l'écriture, là, pour commencer, c'est ce que tu disais qui doit être un exercice assez difficile quand tu commences d'écrire au jeu pour une autre personne. Comment est-ce que, c'est peut-être une question naïve, mais comment est-ce que tu fais les premières fois justement pour, je sais pas, imiter une personnalité ou une personne que tu connais pas forcément ou de loin? Ouais, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge, si le mot imitation est le bon. Je sais pas, c'est un bon mot que tu poses. En tout cas, comment je fais, c'est pas forcément de l'imitation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, voilà, moi, j'apporte des compétences, en fait. C'est pas mon histoire, c'est pas moi. J'ai la chance d'avoir eu une trajectoire professionnelle qui me permet de maîtriser le fait d'écrire. Et c'est vraiment une compétence que je mets au service de personnes, d'athlètes en l'occurrence. Et je pense qu'une fois que ces compétences sont là, dans le cadre de cet exercice-là, il y a, en tous les cas, avant d'imiter, il y a un travail de connaissance de la personne que tu vas aider à écrire, de qui tu vas aider à coucher l'histoire. Donc c'est déjà quand même du temps passé avec la personne, parce qu'il faut comprendre son énergie, il faut comprendre évidemment ce qu'elle a envie de dire, ça c'est l'objet de discussion, qu'est-ce que tu as envie de raconter, comment tu aimerais le raconter. Mais au-delà vraiment de la structure du livre, il y a quand même une sorte
moments d'apprendre à se connaître, quoi. Parce que le jeu, il devra forcément transpirer la personne telle qu'elle est. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a plus ou moins, je sais pas, d'humour? Est-ce que c'est quelqu'un... comment cette personne se livre dans l'émotion? Comment... est-ce que c'est une personne qui accède facilement à ses émotions? Est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas, qui a une énergie très différente par rapport à d'autres? Tout ça, en fait, pour que ça aboutisse et que ça se ressente dans l'écriture, c'est déjà au préalable du temps passé avec la personne pour essayer de la cerner, de la comprendre. Ouais. Et du coup, pour se comprendre, justement, c'est peut-être plus simple. Je sais pas si tu as eu de l'expérience aussi avec d'autres profils en dehors du sport, mais est-ce que le fait que ça soit des sportifs et que vous puissiez pratiquer ensemble, ou typiquement Mathieu Blanchard peut-être aller courir pour transpirer ensemble au début, c'est quelque chose qui aide ou qui casse certaines barrières pour mieux justement échanger, communiquer et tisser cette relation au début? Je suis pas convaincu parce que tu vois, effectivement, j'ai été co-auteur sur d'autres livres comme celui de Mathias Dandois, par exemple, qui est champion de BMX, ou même de Kylian Bron récemment, qui fait du VTT. Bon, moi, tu me mets sur un vélo, que ce soit pour faire du flat ou de faire de la descente en montagne, je suis pas sûr que ce soit... Je pense que c'est très, très dangereux pour moi, pour tout le monde d'ailleurs. Je pense que je serais un véritable danger public, mais bref. Du coup, on n'a pas pratiqué ensemble leur sport. Tu vois, on a pratiqué potentiellement, tu vois, avec Kylian, des environnements qu'on a en commun, c'est-à-dire la montagne, qu'on aime tous les deux. Mais le sport en tant que tel, on ne l'a pas pratiqué et j'ai pas vraiment senti, comment dire, d'handicap par rapport à ça, quoi. Donc, je pense que vraiment, au-delà de la pratique sportive, certes, le fait d'aimer le sport et d'avoir envie de raconter une histoire de sport, une histoire de vie à travers le sport, ça compte et ça aide. Mais je pense que c'est vraiment le fait de passer du temps ensemble, au-delà du sport, qui permet, au bout d'un moment, de réussir à trouver les réglages qui vont faire que ce jeu sonne le plus juste possible, quoi. Ok. Il y a une phrase que tu as dit que je trouve intéressante et touchante en même temps, qui est de vouloir faire accoucher justement l'idée centrale du livre. Je m'en souviens parce que c'est là qu'on s'était rencontrés aussi, et c'était à la dédicace d'Alexandre, donc on m'appelle Casquette Verte, je crois, le titre du livre exactement, à Strasbourg. Et lui avait dit que c'était un exercice très dur parce que c'est de la psychanalyse, enfin, t'es limite un psychologue où tu le tortures un peu pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il doit dire. Comment est-ce que toi, ce rôle, justement, tu le travailles? Et comment est-ce que t'arrives à, au-delà de connaître la personne, justement, aller dans son intimité et comprendre réellement ce qu'elle veut transmettre? Je vais pas me répéter, mais déjà, il y a le temps, c'est sûr. C'est un temps différent, un livre, par rapport à, je sais pas, une interview dans la presse ou quoi que ce soit. Donc, le temps fait beaucoup et le fait de se connaître fait beaucoup. Mais moi, je veux dire, c'est très spontané, quoi. Et je pense que c'est tiré d'une expérience potentiellement journalistique qu'on peut avoir quand on exerce ce métier, d'être souvent confronté à de base déjà de la recherche d'infos, mais aussi dans des interviews, d'essayer de tirer de son interlocuteur le plus d'informations possible ou le plus d'éléments possibles. Donc moi, je pars de là, en fait, et je me retrouve dans un contexte de livre où j'ai plus de temps et où forcément, pour que le livre soit le plus riche possible, il faut amener les personnes qui ont leur histoire à raconter à se livrer en toute confiance et le plus précisément et le plus loin possible dans l'émotion. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié au travail journalistique à la base et que le temps du livre permet d'approfondir. Mais moi, je me suis jamais dit, je sais pas, je suis psy ou quoi. Et ça, c'est des phrases, effectivement, qu'Alexandre Bouchex, donc l'auteur dont on m'appelle Casquette Verte, a eu et que d'autres ont eu aussi, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble à discuter, que moi... je vais les faire répéter à chaque fois plein de choses. Donc, il y a un côté psychanalytique dans le sens où on est beaucoup dans la répétition, si tu veux. C'est-à-dire que pour avoir vraiment le sel d'une anecdote ou le sel d'un moment de vie ou le sel d'une performance, on va souvent être amené à parler d'un événement plusieurs fois, où moi, je vais l'aborder de différentes façons parce que je considère et on considère que cet événement va être important à raconter. Et donc, pour le raconter de la meilleure des manières, il faut vraiment le réinterroger. C'est vrai que dans la réinterrogation et dans la répétition, il y a quelque chose de très psychanalytique. Donc, je vois à peu près ce qu'il veut dire.
Et je comprends cette altérité-là que lui peut avoir ou que d'autres, de se dire ouais, j'ai l'impression d'être chez le psy, quoi. C'est assez marrant. Mais en réalité, c'est vraiment un travail à la base journalistique et d'interview et de pousser les gens vraiment à se livrer le plus précisément possible, quoi. Ok. Et justement, à travers ce travail où je suppose que toi, tu apprends énormément sur la personne que tu as en face parce que c'est le but aussi pour retranscrire le mieux possible ce jeu. Mais en faisant ce travail, est-ce que toi, t'en apprends aussi sur toi ou est-ce que tu arrives à comprendre des choses sur toi à travers leurs histoires, leurs anecdotes ou en écrivant justement leurs mots? Ça arrive, ça peut arriver quand on est confronté vraiment à des histoires intimes, de s'interroger sur des similitudes et de se dire tiens, c'est marrant, cette personne a vécu ça comme ça. Moi, dans une situation familiale un peu similaire, ce qu'il formule, je ne l'avais jamais formulé moi-même. Donc, et il y a plein d'autres exemples. Typiquement, je sais pas, je vais donner un exemple parce que ce sera plus parlant pour les gens, mais je sais que Alexandre, puisqu'on parlait d'Alexandre Bouchex, dans son livre, il raconte que il y a une partie de sa personnalité et de son tempérament qui est liée à la relation qu'il pouvait avoir avec sa sœur, au fait que sa grande sœur était brillante à l'école, que lui il passait dans les mêmes classes derrière et qu'il avait la sensation que les professeurs le comparaient toujours à sa grande sœur et que c'était très dur de faire aussi bien qu'elle. Donc il n'arrivait pas à se faire remarquer parce qu'il a, comme elle, par les notes et par les résultats scolaires. Et donc il a cherché un peu une échappatoire pour essayer d'exister autrement et d'être un peu plus provocateur, etc. Moi, c'est un élément qu'on a travaillé et qu'il raconte dans son livre et que je trouve vraiment très intéressant. Moi, par exemple, alors je suis fils unique, j'ai pas de grande sœur, mais j'ai un schéma familial aussi particulier parce que je suis issu d'une famille monoparentale, j'ai grandi qu'avec ma mère et ma grand-mère, il n'y a pas de figure paternelle et quand j'entends Alexandre raconter ça, je me dis mais ouais, non, c'est vrai que c'est trivial ce que je vais dire, et puis je l'ai déjà interrogé, mais c'est vrai que le fait de ne pas connaître son père... est-ce que moi aussi ça a généré un tempérament particulier? Est-ce que voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait toutes ces histoires-là intimes agissent en miroir forcément, et c'est très riche comme travail. C'est aussi pour ça que je l'aime, c'est qu'on est confronté à des histoires différentes, à des émotions différentes, à des intimités différentes, et que de la même manière, je l'espère que quand les gens lisent le livre de ces auteurs, s'enrichissent de leurs histoires. Moi, en tant qu'aidant, écrivain, accompagnant à l'écriture, je m'enrichis aussi, et c'est ce qui moi me plaît entre autres dans ce travail. Ouais. Tu parlais de ta relation aussi familiale qui est différente de certaines familles ou de Alexandre justement. Est-ce que, tu vois, tout à l'heure je t'avais posé la question de pourquoi rester dans l'ombre et écrire l'histoire des autres, et t'as répondu en partie, mais est-ce que justement c'est aussi ce schéma familial qui fait que peut-être t'as pas forcément envie d'aller trop sur les devants ou... C'est une bonne question, tu vois, t'es psy aussi toi un peu. J'essaye. Mais je sais pas, je l'ai jamais vraiment interrogé. En tout cas, ça fait partie de mon tempérament. C'est quelque chose, alors, comme tu l'as dit, le dictionnaire des supporters, plus tôt, plus jeune, c'était mon livre. Donc c'est pas non plus, c'est pas quelque chose, je suis pas attaché à rester dans l'ombre. Mais c'est, en tout cas, pour cet exercice-là de coécriture, c'est vrai que ce rôle-là, je l'aime bien. Est-ce que ça a un lien avec mon schéma familial ? Peut-être, quoi. Peut-être que c'est je vais rentrer dans des trucs psy aussi, mais peut-être que, voilà, c'est une sécurité aussi d'être caché derrière quelqu'un, derrière d'autres histoires qui sont pas les siennes, et d'y apporter simplement des compétences. Donc peut-être que je suis à ma juste place, en tout cas telle que je la considère. C'est-à-dire, il y a une forme de sécurité. C'est pas mon livre, c'est leur livre. Moi, je suis juste quelqu'un qui accompagne et qui aide, comme je l'ai dit, à accoucher d'une histoire et à prêter des compétences d'écriture. C'est pas mon histoire. Je fais mon travail avec beaucoup de passion, mais c'est vrai que je suis caché derrière. Et peut-être qu'effectivement, ça me sécurise par rapport à une histoire familiale où voilà, j'étais un peu potentiellement, forcément, en tant que fils unique, famille monoparentale, peut-être en besoin de sécurité, toujours. Je réfléchis en même temps que je te parle, hein, puisque tu m'interroges là-dessus. J'ai jamais vraiment analysé tout ça, en tout cas pas par rapport à mon travail.
Mais c'est une piste, ouais, c'est intéressant à explorer. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaît, quoi. D'être derrière et voilà, d'aider et de rester à cette place-là, quoi. Désolé pour la psychanalyse. Non, écoute, je pose les questions. Ça m'évitera d'autres séances parce que j'ai pas besoin de te payer, c'est bon. Non, pas de souci. Ouais, c'est cool. Ouais, parfait. Non, mais vu qu'on en avait parlé à l'écrit, justement, tu m'avais dit, t'as jamais réellement fait cet exercice de toi raconter ton histoire, et c'est ce que je trouvais intéressant, justement, de voir un peu aussi l'envers du décor du métier d'auteur et d'accompagnant. Mais il y a une question qui me vient en tête, tu vois, là-dessus. Je sais pas à quel point c'est prenant ou ça prend autant de place en tant qu'auteur, mais j'ai la vision typiquement des acteurs quand ils doivent jouer un rôle où ils s'immergent dans le personnage. Est-ce que toi, justement, le fait d'écrire au jeu de quelqu'un d'autre, ça te... Je sais pas comment dire, mais tu vois que des fois, tu as une manière de penser différente qui est peut-être pas la tienne habituellement, ou on va dire, tu t'accapares un peu le personnage qui n'est pas le tien dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, non. Très franchement, il n'y a vraiment pas de schizophrénie. Ouais. Mais en tout cas, là où ta question est intéressante, c'est que oui, en tout cas, dans les moments où j'écris ou dans les moments où on réfléchit ensemble avec les auteurs à comment on va construire le texte ou tel chapitre, etc., à l'architecture et à la structure du texte, moi, c'est vrai que dans ces moments de travail, je suis obligé de me mettre à leur place, quoi. Je suis obligé de penser comme eux, je suis obligé de me mettre dans des émotions et dans des postures que j'ai investiguées par rapport à ce qu'ils m'ont raconté de eux et de leur parcours. Mais là encore, moi, je trouve ça passionnant, quoi, parce que vraiment, y a vraiment presque ce côté, effectivement, d'acting où tout d'un coup, c'est un travail qui nous sort de notre quotidien, dans le sens où je vis un peu, en tout cas pour leur prêter ces compétences-là, leur vie à travers eux, quoi. Et je suis effectivement obligé de me mettre dans leur peau, en tout cas dans ces moments d'écriture, à proprement parler, quoi. Puisque vraiment, je les raconte. Quand je raconte, par exemple, soit pour Alexandre, pour Bouchex, pour Mathieu Blanchard ou Anaïs Kemener aussi, des moments de course ou de performances qui ont compté dans leur parcours, je suis obligé un peu de vivre ces courses-là, de les revivre à travers eux, quoi. Et c'est une condition, je pense, sine qua non au final pour que, encore une fois, que le jeu sonne juste. C'est la principale ambition, en fait, de ce rôle-là. C'est pour justement être complètement effacé, vraiment réussir mon rôle d'accompagnant. C'est vraiment que les gens qui les connaissent bien, déjà, c'est souvent un premier test, leurs proches qui vont lire le livre aient l'impression que ce soit eux qui parlent. Et qui plus est, après, les gens autour de leur communauté ou qui les suivent, qui les connaissent de loin en tant qu'athlète. Mais moi, mon rôle est réussi quand les gens ont l'impression que j'existe pas. Et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est une réflexion que je m'étais fait justement quand on avait été à la dédicace. Jusqu'à ce que je vienne sur place, je savais même pas que justement Alexandre ou Mathieu avaient un co-auteur sur le truc. Et je trouve que c'est quelque chose de très fort. Enfin, de réussir à s'effacer à ce point-là pour faire, on va dire, l'illusion que tout a été fait de leur part, quoi, tout le travail. Ouais, mais tu vois, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que pour moi, quelque part, tout le travail a été fait de leur part. Parce que c'est leur histoire, c'est leur vie. C'est eux aussi qui ont envie de faire un livre et de se raconter. C'est eux qui, certes, avec moi et avec mon aide, passent du temps à se livrer, à raconter leur histoire. Ils la racontent, leur histoire. À moi d'abord, mais en vue qu'elle soit racontée à d'autres. Donc tu vois, pour moi, c'est assez logique comme façon de fonctionner, comme résultat. C'est leur livre, c'est leur histoire. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais ça, dans l'édition, c'est quelque chose... peut-être que les lecteurs ne s'en rendent pas compte, mais que ce soit les sportifs ou des témoignages de plein d'autres personnalités. Il y a énormément de livres aujourd'hui qui sont coécrits. Et parce que écrire un livre, c'est aussi des compétences et que c'est important que, justement, pour que tout le monde ait accès à ces histoires, qu'il y ait des gens qui puissent aider à les faire accoucher. Ouais. Mais c'est dans le monde de l'édition, on a un mot, et heureusement qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui était le terme de nègre. Aujourd'hui, on utilise davantage plume
Je vais pas expliquer pourquoi on l'utilise plus aujourd'hui, mais je pense que c'est assez parlant. Explicite. Donc aujourd'hui, voilà, il y a plein de termes pour le dire. Il y a co-écrivain, co-auteur, plume. Mais en réalité, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont écrits comme ça en collaboration. Et c'est quelque chose en fait d'assez fréquent dans le monde de l'édition, donc qui choque pas. Mais je peux comprendre que le grand public n'ait pas forcément cette information et c'est presque contre-productif par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais je trouve ça bien qu'il ne l'ait pas forcément, parce que les histoires qu'ils lisent, c'est les histoires des gens de qui ils achètent le livre. Ouais. Et c'est bien que ça reste comme ça. C'est juste qu'il y a un moment où il faut un coup de main pour écrire, et que c'est là que j'interviens avec plein d'autres co-auteurs et plein d'autres éditeurs, quoi. Et justement, quand on a besoin d'un coup de main pour écrire, comment est-ce qu'on écrit ? Je ne sais pas si la question est bien placée ou qu'il faut un peu plus de détails, mais je pense que c'est une compétence que beaucoup de gens aussi recherchent, alors peut-être pas au point d'écrire des livres ou de publier, mais que ça soit pour... je pose la question parce que c'est un sujet récurrent que beaucoup d'invités ici mettent en avant, l'importance du journaling dans leur développement, on va dire. Mm-hmm. Pour moi, ça reste de l'écriture aussi. Mais ouais, quand on veut raconter des histoires, des anecdotes, c'est pas forcément sous la forme écrite, mais il y a des choses des similitudes entre les structures ou les conseils. Qu'est-ce que toi, tu mets en place ou tu essayes d'apporter pour, on va dire, aider ces voix à faire porter leur histoire ? Ouais, t'as raison. Je pense que ce soit un livre ou n'importe quel contenu, aujourd'hui, le but d'une histoire et le but d'un propos, qu'il soit sous la forme de livre ou qu'il soit sous la forme, comme tu dis, je sais pas, de post ou quoi que ce soit, c'est de toucher un auditoire. Et pour toucher un auditoire, il faut que ce soit sincère. Donc, à mon sens. Donc, l'un des premiers travaux à faire, c'est d'aller chercher dans ce qu'un auteur a envie de raconter, la sincérité de son propos, quoi. Qu'est-ce qui va vraiment compter ? Qu'est-ce qui vraiment, dans l'histoire que tu vas raconter ou dans ta trajectoire, t'a touché au point que ça puisse parler à des gens, que des gens puissent s'identifier. C'est ça qu'on recherche dans les histoires, même quand on est les enfants, quand on leur raconte des histoires, ils s'identifient aux personnages, etc. Un livre, ça reste ça, une histoire, ça reste ça. C'est ça qui est beau, c'est presque... Moi, j'ai toujours une approche presque naïve des histoires. C'est que ça fait rêver, quelle qu'elle soit, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est d'aller... c'est pas d'écrire pour travestir, c'est d'écrire vraiment pour... raconter quelque chose qui nous touche et qu'on a envie de partager aux gens parce qu'on considère que c'est important et qu'il y a un vrai propos derrière, quoi. Donc pour moi, ça c'est primordial, quoi, de chercher vraiment le propos dans ce qu'on veut dire, quoi. Donc ça c'est un premier travail, et puis après c'est peut-être un peu technique, mais c'est de ce propos-là, une fois qu'on l'a identifié, en tout cas les éléments qu'on a vraiment envie de partager, c'est de les structurer, quoi. Il y a toute une structure, c'est un travail qu'on fait dans les livres, c'est-à-dire, on sait que on a envie de partir de là pour aboutir à ça, que pour y aboutir, on va traverser tout un tas de moments qui ont compté pour toi, que tu as envie de raconter. Comment on fait en sorte de les structurer pour justement que ça sonne le plus juste possible et qu'il y ait de l'intensité dramatique, que les gens puissent s'identifier à ton émotion, etc. Donc ouais, moi je dirais la recherche d'un propos sincère, vraiment de quelque chose qui va parler à un auditoire ou à des lecteurs, et ensuite la structure. Après vient l'écriture. C'est là que c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est du travail. Alors, c'est pas donné à tout le monde, si, c'est donné à tout le monde, mais c'est comme n'importe quoi, si tu veux. Moi, à la base, je cours pas d'ultra trail, mais au bout d'un moment, moi, je pense que c'est donné à tout le monde, tu vois. À force de c'est très terre à terre, ce que je dis, mais à force si en tout cas c'est une activité qui nous plaît et qu'on a envie de réaliser, à force d'expérience, de travail, en s'en donnant les moyens, on arrive à courir 10 km, 50 km, voire plus. Et je pense que l'écriture et plein d'autres sujets, c'est pareil. Si on a une envie, les compétences d'écriture, elles s'acquièrent aussi, quoi. Donc c'est quelque part, c'est du travail. Et au-delà du travail, justement, si on revient à la base, vu que de ce que je comprends, il y a d'abord le propos, qu'est-ce qu'on veut raconter, ensuite la structure, entre guillemets, la péripétie, et après vient seulement l'écriture, on va dire, c'est le paquet cadeau.
sur ce propos, justement, pour le travailler, comme je pense, quand tu le fais avec tes voix, c'est ce que tu disais, tu poses beaucoup de questions, tu travailles avec eux. Est-ce que tu utilises uniquement les questions, justement, ou est-ce que tu leur donnes d'autres outils, que ça soit du journaling, de fait de parler dans des dictaphones, des choses comme ça? Et qu'est-ce que toi, tu mets aussi en place de ton côté par rapport à ça pour trouver tes propos quand tu veux les partager ou savoir quelle est l'idée centrale, en fait, de ce que tu veux produire? Moi, en tout cas, si on reste vraiment sur l'exercice que j'ai l'habitude de faire, dans le cadre de ce travail de co-auteur, c'est vraiment de la discussion, quoi. C'est vraiment de... Mais je pense que ça peut être de l'introspection quand il n'y a pas d'altérité, tu vois. Mais c'est vraiment s'interroger en permanence sur, voilà, ok, il t'est arrivé tout ça, qu'est-ce qui a le plus compté, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui t'a le plus blessé, qu'est-ce qui t'a le plus épanoui. Et au fur et à mesure des discussions, il y a des moments, des événements, des situations, des anecdotes qui sortent. Et après, une fois qu'elles sont là, le premier travail dont je parlais, c'est de les identifier, de les faire ressortir. Une fois qu'elles sont là, après, il faut les mettre ensemble de manière suffisamment cohérente et dynamique pour que ça forme un récit qui soit agréable à lire. Et ça, c'est valable pour les livres, mais ça peut être valable pour des structures d'écriture plus courtes comme des posts ou n'importe quelle forme de journaling. Mais pour moi, ça passe avant tout par de la discussion, dans mon cas, ou de l'introspection, vraiment se raconter, ou un peu de l'introspection écrite. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent au quotidien dans des journaux personnels, etc., et qui au bout d'un moment ont envie de partager ça et qui vont potentiellement se réinterroger, aller se relire et aller se dire ok, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, comment je pourrais le partager, etc. C'est vraiment l'identification d'émotions, de moments qui vont permettre aux gens de s'identifier à ces histoires-là. Donc ça passe d'abord par tout ça, quoi. En fait, c'est très, très basique, mais c'est vraiment de l'interrogation, de l'introspection. Mais quand il y a une altérité, comme moi dans mon travail, pour pouvoir la solliciter, c'est de la discussion, quoi. Ouais. Et dans cette discussion, justement, tu dis qu'il y a des questionnements. Est-ce que... je suppose que les questions viennent aussi au fil de la discussion, mais est-ce que toi, tu as entre guillemets une boîte à outils de questions que des fois tu poses, ou que tu sais que quand tu poses celle-ci, tu vas avoir plus ou moins touché une corde sensible, ou avoir des idées ou des propos qui peuvent être intéressantes pour après construire l'histoire? Pas forcément, c'est vraiment du coup par coup. Moi, j'ai la chance quand même, la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai cette caractéristique-là dans les récits sur lesquels je travaille, que ce soit des gens, en l'occurrence des sportifs, qui soient déjà des personnalités publiques. Donc, si tu veux, moi, j'arrive pas vierge, généralement, d'éléments. Je sais que un tel a gagné ci, a perdu ça, s'est blessé à tel moment, a vécu une rupture sentimentale à tel moment. Il y a plein de choses, en fait, qui sont déjà racontées, surtout avec des outils dont on parle en filigrane sans les nommer jusqu'ici, qui sont les réseaux sociaux. Dans le cadre de personnalités publiques, il y a des choses... moi, j'arrive quand même rarement vierge à ces moments-là de discussion. Donc, si tu veux, je m'adapte aussi à ce que je sais des personnes. Après, là où va y avoir de l'enjeu, c'est « Ok, moi, je connais ça de toi. Voilà, je commence à t'interroger là-dessus. » Et la discussion va permettre d'identifier vraiment ce qui vaut le coup, ce que la personne a envie de raconter. Et après, on va tricoter autour pour voir jusqu'où ça peut aller, quelle forme ça peut donner. Mais donc, moi, j'ai pas vraiment de rituel de questions. En revanche, j'ai un rituel de travail qui consiste à vraiment prendre déjà beaucoup de temps pour justement discuter avant d'établir une structure de texte. C'est-à-dire que dans le cadre d'un travail de coécriture, on commence vraiment pas à écrire très vite. Il y a vraiment tout un temps, comme je le disais tout à l'heure, d'apprentissage, d'apprendre à se connaître, vraiment tout un temps de discussion, d'introspection, où on va interroger, répéter, et voir à peu près, être sûr de rien louper de ce qu'une personne a envie de raconter, de vraiment de ne perdre d'avance aucun élément de l'histoire, de vraiment les mettre tous sur la table pour être sûr de ne pas les oublier. Après, il faut voir où on les met, comment on les met, si on s'en sépare ou pas. Mais il faut vraiment
avoir la big picture, comme on dit. Ouais. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Je dirais sur un travail d'écriture d'un livre qui prend presque la moitié du temps. Donc c'est assez drôle de se dire que sur l'écriture d'un livre, la moitié n'est pas vraiment de l'écriture, en réalité. C'est, en tout cas, dans le cadre d'un travail comme celui-ci. C'est vraiment de la recherche de propos, d'éléments et de la structuration. Mais moi, en tout cas, dans la manière de fonctionner, je suis convaincu que ce temps-là, il est presque incompressible et il est ultra important parce qu'il est à la source de la réussite ou non du livre derrière, en termes de puissance de l'histoire, en termes de ce qu'on raconte. C'est vraiment une partie que pour moi, il ne faut pas négliger, quoi. Et vous discutez beaucoup, mais après, pour avoir la big picture, toi, est-ce que tu prends des notes ou tu as un process spécifique justement pour te souvenir des anecdotes, des versions qu'ils racontent, de leur angle, de qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui est important à tel moment? Comment est-ce que toi, tu gardes tout ça dans ta tête? Non, pas du tout. Non, moi, j'enregistre tout. Ok. Soit j'enregistre tout en fonction des contextes. Si j'ai mon ordi ou quoi, je prends des notes en même temps. Et vraiment, une fois que ces discussions ont eu lieu, je les laisse pas trop longtemps, tu vois, s'enterrer. Je les réécoute très vite. Je mets en rouge, je te parle vraiment technique, hein, mais je mets en rouge très vite ce qui m'a semblé important, ce sur quoi je peux réinterroger lors de la prochaine session, justement pour vraiment ne rien louper. Et donc non, loin de là, tout n'est pas dans ma tête et vraiment tout est pour le coup aussi structuré. Et l'idée de cette phase-là, c'est vraiment, encore une fois, de ne rien louper comme matière potentielle. Donc tout est enregistré, tout est relu, réinterrogé, répété les fois d'après. Et un élément qui est aussi important, c'est que dans le cadre de ce travail, mon rôle, en tout cas tel que je le conçois, n'est pas forcément de ne passer du temps qu'avec l'auteur, mais aussi avec des proches qu'il m'a indiqués. Dans le sens où ça peut être, je sais pas, des compagnes, des compagnons, des amis, des parents, des entraîneurs. Parce que, en fait, ces événements-là qu'on va raconter, ils ont été vécus par différentes personnes. Et parfois, le fait d'interroger sur un même événement différentes personnes va nourrir la matière, cet événement-là, et amener à réinterroger. Ça peut être concrètement, bah tiens, cette course-là, c'est marrant, j'ai parlé avec ton entraîneur. Il m'a raconté ça, tu me l'avais pas dit. Mais est-ce que toi, tu t'en souviens? Comment tu l'as ressenti à ce moment-là? Et voilà, et ça génère un enrichissement permanent de la matière qui permet au final d'arriver à la meilleure justesse derrière dans le récit, quoi. Donc là, c'est là où rentre en jeu vraiment tout le travail journalistique que tu as fait avant au final. Ouais, c'est très lié, effectivement. Ouais, pour moi, en tout cas, c'est sûr que ces compétences-là journalistiques, à la base, elles jouent parce qu'il faut vraiment être dans l'interrogation permanente, la recherche d'infos, quoi. Et c'est assez fascinant de se dire que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, les auteurs avec qui je travaille, parce que genre, il faut quand même... On remonte à l'enfance parfois. Moi, je serais parfois incapable de me souvenir d'anecdotes de tel âge ou tel âge dont eux se souviennent. C'est assez fascinant, quoi. Et ça, ouais, moi, je trouve ça dingue, quoi. Mais parfois, il y a aussi des choses qu'ils oublient. Et c'est là qu'une maman, un papa, quelqu'un qui l'a vécu, et c'est intéressant. Et moi mon but en tant que co-auteur, c'est vraiment, encore une fois, de remplir toutes les zones blanches. Donc, si la personne ne se souvient pas, il faut trouver un autre moyen d'avoir l'info. Parce que potentiellement, c'est important. Ouais, donc, c'est un jeu de recherche, quoi. C'est aussi de la recherche, ouais. Et tu dis que toi, justement, tu as certaines phases de ta vie où des fois, tu ne retrouves pas des souvenirs de ces époques. Est-ce qu'en travaillant justement avec ces personnes, quand elles te racontent des anecdotes de quand elles étaient enfants, ça te refait venir des souvenirs ou Franchement, pas? non. Non. Franchement, non, c'est fou. Mais après, moi, je sais pas si c'est particulier, peut-être, mais j'ai beaucoup de mal. Je pense que je suis pas le seul, mais à me souvenir d'anecdotes précises de, je sais pas, avant mes 6-7 ans. Et je suis toujours surpris quand un auteur va me dire « Ah, mais je me souviens à 3 ans ou à 4 ans. » Je fais « Voilà, un truc de ouf, moi, je me souviens pas, quoi. » Et non, pour le coup... Alors, ça m'aide dans la méthode. Parce que moi, je vois que potentiellement, quand ils n'ont pas de souvenirs, il faut peut-être réinterroger quelqu'un, poser la question autrement,
Donc moi, ça m'amène aussi à me dire, bon, bah, si je veux avoir plus de souvenirs, parce que voilà, je vais redemander à ma mère ou à des gens de mon entourage, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce que j'applique dans mon travail, je me l'applique aussi par moi-même quand je suis curieux et quand je veux retrouver des éléments. Ça, je le faisais pas forcément avant, par exemple. Donc ça t'a quand même poussé à découvrir certaines choses de toi que t'avais pas soupçonnées ou dont tu te souvenais plus, quoi. Ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, quand on est confronté à ce genre d'altérité et que tout d'un coup, tu as un entretien avec quelqu'un qui te dit qu'à 6 ans, il a vécu un truc de ouf, tu te dis, mais c'est fou. Moi, peut-être j'ai vécu des trucs bien aussi ou pas bien, je sais pas. Et forcément, ça te pousse à t'interroger. Et c'est en cela aussi que c'est intéressant. Donc, la méthode que tu appliques, tu l'appliques à toi-même, tu vas poser la question. Donc, ouais, ça pousse en fait à être potentiellement de nouveau curieux sur soi-même, alors qu'on a peut-être oublié de l'être ou de le faire. Et tout d'un coup, ça réouvre des portes parce qu'on se dit, ce travail-là, il est aussi intéressant pour moi. Donc, si jamais j'ai la curiosité, ouais, moi aussi, c'est vrai que si je vais interroger les parents de quelqu'un pour un travail de livre, moi aussi, effectivement, j'ai cette ressource-là. Voilà, mais c'est toujours dans le travail, c'est toujours plus facile d'appliquer des règles et de les réaliser plutôt que dans l'intimité de le faire pour soi-même, quoi. Mais c'est vrai que ça y pousse, c'est intéressant. Et du coup, cette curiosité, est-ce que, même si t'en as pas les souvenirs, t'as fait redécouvrir des trucs de ouf ou négatifs que t'as vécu ou que t'as fait J'aurais pas d'exemple précis, mais en tout cas, ça m'a vraiment poussé parfois à me poser, quand j'en avais l'occasion, à réinterroger ma mère sur certaines périodes, etc. Et à dire, mais le foot, tu te souviens, tel tournoi quand j'étais gamin, moi j'ai pas de souvenirs. Donc ouais, tu vois, j'ai pas fait des découvertes extraordinaires, mais oui, ça, encore une fois, ça nourrit, et ça nourrit intimement aussi, quoi. Donc ouais, ça m'a en tout cas amené à parfois refaire des liens entre des trucs, quoi. Et ces questionnements, justement, cette curiosité, est-ce que dans l'intimité, je suppose que c'est plus dur de le faire que d'aller demander aux parents de la personne avec qui tu coécris le livre ces questions sur toi, ou comment est-ce que toi tu l'abordes quand tu as cette curiosité? Enfin, est-ce que le fait de ne pas pousser cette curiosité, c'est peut-être aussi une peur ou pas forcément de découvrir quelque chose, mais de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire avec tes parents ou ton entourage? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un rôle différent. C'est pas une peur, c'est pas une inhibition particulièrement, mais c'est que je suis potentiellement plus curieux par rapport aux autres que par rapport à moi, tu vois. J'ai pas forcément d'explication là-dessus, mais dans le cadre de mon travail, forcément, encore une fois, par rapport à cette fascination pour les histoires et à mon rôle de co-auteur, c'est d'essayer d'en tirer tout le sel, toute la matière. Donc je suis complètement dans mon rôle et je suis complètement enthousiasmé et plein d'énergie pour ce rôle. Donc je vais jouer toutes les cartes à fond et toutes les compétences qui sont en ma possession pour aboutir à ce que je recherche. Pour moi, je sais pas, ça m'intéresse moins. Je saurais pas l'expliquer, mais tu vois, je suis moins à la recherche de ces moments-là. Peut-être parce que voilà, moi, je n'ai pas l'ambition de me raconter dans un livre. Donc c'est très différent. Pas encore. Ouais, enfin, jamais, je pense. En tout cas, pas sous la forme du récit autobiographique tel que je le fais, mais en accompagnant ces auteurs. Mais en tout cas, ça pousse à parfois à d'être confronté à des gens qui remettent sur la table avec vous tous ces souvenirs en permanence. Ça pousse parfois à se retourner vers les siens et à aussi trouver des moments de curiosité pour les réinterroger. Ouais. C'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et il y a une question qui me vient parce que pour ceux qui nous écoutent, on est dans les bureaux de Orso Média et donc de Mathieu Stéphanie aussi, Génération du Surself, donc avec le célèbre tagline qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie. Est-ce que justement le fait de côtoyer ce genre de personnages, d'écrire les livres avec eux, tu sens que au-delà de l'intimité et de la curiosité que ça t'a ouvert, ça t'a poussé à faire des choses que t'aurais jamais pensé faire ou que t'aurais jamais pensé possible, typiquement? Alors, tu parlais de l'Ultra Trail tout à l'heure, t'avais commencé avant, mais c'est quand même on va dire pour le commun des mortels, des personnages ou des personnalités qui sont un peu hors normes ou qui sortent du cadre dans la vie de tous les jours. Enfin, je pense à Mathieu Blanchard, pas tout le monde a fait Koh-Lanta ou des choses comme ça, quoi. Je pense que ça désinhibe peut-être, là, pour le coup. C'est vrai que le fait
de côtoyer ces personnes, alors qu'ils sont effectivement, qu'on le point commun d'être tous et toutes des athlètes, en l'occurrence, et des personnalités publiques dans leur domaine. ça effectivement, d'être à leur côté et de les aider dans ce travail, ça les rend tout de suite plus humains et je trouve ça rafraîchissant, quoi. Et il y a sûrement un côté qui désinhibe dans le sens où comme tout le monde, mais ça c'est aussi une évolution personnelle, où dans le travail, quand on est jeune journaliste ou quand on a des aspirations à sortir un peu du journalisme, comme ça a été mon cas pour davantage travailler dans le milieu du livre, voilà, on a des inhibitions, des peurs, des timidités. Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on a les compétences pour? Est-ce qu'on a le réseau pour? Etc. Et puis, c'est vrai que le fait de côtoyer ces personnes qui sont, de par le sport et de par leur mindset, des machines à réussir quelque part, et de les aider à raconter leur histoire, il y a un côté qui désinhibe. On se dit, c'est possible en fait de réussir dans le domaine auquel on aspire, et ça donne confiance, ouais. Moi, je pense que de côtoyer ces personnes-là, ça m'a donné confiance aussi personnellement dans pas mal de domaines de ma vie. Le sport, alors c'est vrai que je faisais de l'ultra-trail avant d'aider des ultra-trailers à écrire leurs livres. Mais dans la vie de tous les jours aussi, le fait de mener à bien des projets comme ça, et des histoires comme ça, et des livres comme ça, tout d'un coup, ça y est, c'est possible en fait. Ne serait-ce que d'écrire un livre. Alors comme tu avais dit, j'avais déjà écrit un livre, c'était très différent. C'était un document journalistique. Là, c'est coécrire à la première personne pour quelqu'un. En fait, ouais, ça désinhibe, ça rend les choses davantage possibles. Ouais. Est-ce que j'ai beaucoup envie de parler de la partie sport aussi après, mais peut-être une dernière question par rapport à ça, justement. Tu parles que ça désinhibe. T'accompagnes et t'aides aussi en écrivant au jeu des histoires de sportifs. Est-ce que le fait de justement écrire au jeu leurs histoires, de raconter leur palmarès, leurs aventures, leurs échecs, leurs succès, ça te conforte aussi dans ton ambition ou ta capacité à surmonter certains obstacles que t'as jamais fait probablement, typiquement, où là j'ai en tête par exemple quand tu aide par exemple Mathieu Blanchard à raconter l'histoire de son UTMB avec Kylian Jornet. Est-ce que toi, ça te conforte aussi un peu dans cette histoire de dire c'est un peu comme si tu l'avais vécu ou si tu l'avais fait personnellement cette course dans la descente, tu vois? Ouais, mais là, je pense que tu touches à l'essence même et à la raison même de ces livres. C'est-à-dire que ce sont des personnalités. Je parle de Mathieu Blanchard, mais Anaïs Kemener, qui a quand même traversé... qui est double championne de France de marathon, dont un premier titre quelques mois après des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie après un cancer du sein. C'est des histoires fortes, et le fait de les coécrire, c'est une chose. Moi, j'apporte encore une fois des compétences, mais c'est surtout que ça me fait potentiellement le même effet que ça fait au lecteur. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont très inspirationnelles, qui vous pousse à croire que certaines choses sont possibles, que si eux, ils sont arrivés dans tel contexte, ça veut dire que vous, à votre petite échelle, vous pouvez y arriver. Encore une fois, c'est très basique ce que je dis, c'est presque un peu naïf, mais c'est le principe aussi de ces récits-là, quoi. C'est des récits qui donnent envie, qui donnent confiance. Et c'est pour ça que ce sont des gens aussi qui, au-delà de leur performance sportive, aujourd'hui sont très suivis sur les réseaux sociaux et auxquels les gens s'identifient. Et c'est ce qui fait aussi le succès de ces livres, c'est que les gens s'identifient à ces histoires et qu'elles leur donnent parfois les moyens de croire des petites choses dans leur quotidien à eux capables. Et moi, en tant que co-auteur, j'y échappe pas à ça. Parce que je suis co-auteur, mais je suis aussi lecteur. Et donc, le fait qu'ils me racontent leur histoire, que moi, je vais coécrire, mais que je lis aussi au fil de la coécriture, ça fait sur moi le même effet que ça peut faire sur des lecteurs. Ça me donne l'impression que moi aussi je peux arriver à cet objectif-là que je me suis fixé, puisque eux, leurs histoires me montrent qu'ils sont capables de déplacer des montagnes dans tel et tel contexte, quoi. Ouais. Merci pour la précision aussi. Alors, je parle beaucoup d'Alexandre et de Mathieu parce que c'est les deux que j'ai lus. Celui d'Anaïs est encore en cours, en attente sur ma bibliothèque, mais de toute façon, je recommande à tout le monde de tous les lire vu qu'ils ont des très bons retours, que ça soit celui de... J'avais noté aussi Mathias
Mathias Dandois, champion et... du monde de BMX, 10 fois champion du monde de BMX. Et Kylian Bron aussi, VTTiste. Donc celui-là, c'est le dernier qui est sorti. Celui-là, c'est le dernier qui est sorti il y a quelques semaines, toujours chez Flammarion. Ça s'appelle Le vélo m'a sauvé, dans lequel il raconte vraiment son histoire, ce qu'il a amené en fait à faire du VTT de manière si extrême, de prendre des risques et parfois de frôler la mort. Et il raconte que derrière toute la passion qu'il a pour ce sport, la dimension esthétique de ce sport qui le pousse à voyager sur à peu près toutes les montagnes du globe pour exercer sa pratique, sa passion, que ce rapport au risque, il est lié en grande partie à son histoire familiale. C'est ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'il vient tout d'un coup expliquer concrètement de quoi peut provenir une carrière comme la sienne dans un sport si extrême. Et oui, ça c'est sorti le 12 novembre chez Flammarion. Ouais. Très cool. J'essaierai de mettre les liens dans la description pour les gens qui veulent découvrir tout ça. Tu as parlé de sport extrême, justement, de frôler la mort. Il y a une question que je pose en général qui est en lien avec le thème du podcast, vu qu'il s'appelle Crisis. Est-ce qu'il y a une crise, alors je dis crise au sens large, ça peut être une blessure, un échec, un événement marquant. Alors tu m'as dit que tu n'en avais pas ou peu tout à l'heure en off. Donc, en tout cas, pas qu'il me revenait comme ça, mais j'en ai sûrement. Je pose quand même la question, mais est-ce qu'il y en a un qui fait que tu es en partie là aujourd'hui ou que rétrospectivement, en le regardant, tu te dis que tu le referais sans hésiter parce qu'il t'a appris beaucoup de choses? Franchement, j'ai pas spécialement d'exemple. Il y a un truc que je peux raconter, moi, auquel je crois beaucoup, qui peut faire le lien avec le sport. C'est que moi, les principales crises éventuelles que j'ai traversées, c'est des crises très triviales, encore une fois, que tout le monde peut traverser, qui peuvent être des interrogations professionnelles. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Ou des difficultés personnelles d'ordre sentimental, des ruptures ou des choses comme ça. Moi, c'est marrant, mais dans la pratique de l'ultra-trail, c'est vrai que y a souvent des gens qui vous disent mais waouh, je sais pas, 130, 140, 150 km, mais c'est fou, etc. Ça doit être tellement dur, ça doit être tellement de souffrance, etc. Oui, ça l'est. Mais moi, ce que j'y vois, c'est que je sais pas si tu vas comprendre et si les gens qui nous écoutent vont comprendre ce que je veux dire, c'est que en fait pour moi c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un peu un moment de déconnexion et ça me libère vraiment et je me sens vivant dans le sens où je trouve ça bien plus simple que le quotidien. C'est-à-dire que quand je vais faire une course de 150 km ou plus, oui, je vais souffrir, mais déjà, c'est moi qui l'ai choisi. Je suis là, j'ai eu envie de faire ça, j'ai eu envie d'être seul en pleine nature et d'utiliser mon corps pour me déplacer en pleine montagne ou sur des chemins ou n'importe où, dans le désert, etc. Mais au final, on souffre, mais en vrai, c'est tellement plus simple parfois que des relations professionnelles, que des relations sentimentales, que des relations familiales, que la vie au quotidien. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent émotionnellement nous bouleverser tous les jours ou être difficiles à gérer, mise en relation avec notre passé, nos schémas familiaux, notre évolution personnelle. Parfois, c'est dur, en fait, vraiment de passer outre certaines choses qui vous touchent énormément. Et en vrai, le quotidien est tellement plus dur que ces ultra-trails. Et moi, ça fait cet effet-là, vraiment. Je me dis, wow, en fait, c'est trop cool. Là, en fait, c'est moi qui avance. C'est moi qui décide. Il n'y a rien qui va avoir un impact négatif, si ce n'est les décisions que je peux prendre en faisant cette course ou en m'élançant sur telle traversée, etc. Oui, ça va être dur pour aller jusqu'au bout, mais j'arrête quand je veux. Si j'arrête, ce qui n'est pas le but, puisqu'on se pousse toujours dans les retranchements, mais si j'arrête, il ne va rien se passer. Si j'abandonne, il ne va rien se passer. Je serai peut-être déçu. Je vais peut-être être déçu de moi-même, mais potentiellement, je recommencerai plus tard. C'est simple, quoi. C'est dur en soi, mais c'est simple. Alors que je trouve qu'au quotidien, parfois, il y a des choses qui sont tellement compliquées à gérer et qui s'étalent potentiellement dans le temps et qui génèrent des souffrances émotionnelles, des doutes parfois bien plus compliqués que dans ce genre d'effort extrême. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, quoi. C'est vraiment presque une soupape à des crises potentielles, de se dire, en fait, ça, je le maîtrise. C'est dur, mais c'est moi qui le veux, je le maîtrise. Et le reste, non, parfois, on ne maîtrise pas, quoi. Et ça, c'est compliqué, ouais.
C'est marrant parce que ça fait le lien avec, on parlait tout à l'heure en off de Steven Le Yarrick, et il me disait la même chose là, typiquement, son dernier projet qu'il a fait, projet Bistaraï, où il a fait Paris 4 Mondo à vélo, je crois, où il me disait, ouais, c'est dur, mais c'est beaucoup moins dur que ce que les gens y vivent le matin dans le RER quand ils vont au boulot. Donc en fait, c'est dur physiquement, mais je l'ai choisi. Et c'est marrant de voir ce lien, alors que lui, il est à vélo et toi, t'es sur les sentiers en chaussures, on va dire. Mais je trouve ça intéressant de voir ce point commun, justement. Et dans ce point commun, est-ce que, là, tu parles de limite, d'aller au bout, d'aller dans la douleur, Moi, la première question qui me vient là-dedans, enfin, déjà, c'est pourquoi, mais je pense que tout le monde l'a, tu vois, et tu as en partie répondu, mais qu'est-ce que, au-delà du fait que ça soit plus facile que la vie de tous les jours, le fait d'aller là-dedans, t'as envie d'y retourner, qu'est-ce que t'apprends là-dedans qui fait que, on dit, c'est un gouffre, quoi, tu mets le doigt dedans, c'est un engrenage que tu peux plus arrêter, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a tendance à... Ça, c'est très commun à beaucoup de gens qui pratiquent ces sports de course à pied, de trail. On a tendance à vouloir augmenter les distances au fil du temps, à aller chercher toujours plus loin, toujours plus dur, toujours plus long. Et le pourquoi, je pense qu'il est propre à chacun. Moi, vraiment, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit, mais ça me libère. C'est vraiment mes moments où je sais que c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les cartes en main, c'est moi qui avance, qui dit non, qui choisit tout, quoi. Il y a rien qui peut me contraindre, en fait. Quand tu es en pleine nature comme ça, que tu prends le départ d'une course et que l'objectif, c'est d'aller au bout, tu peux avoir des obstacles qui vont être évidemment la difficulté, les conditions climatiques, plein de choses, mais en fait, tout est faisable et rien n'est grave. Et donc ça, je trouve que c'est des moments rafraîchissants au final. Et moi, en fait, ce qui me plaît par-dessus tout au fil de ma pratique, c'est vraiment de me rendre compte ce dont mon corps est capable, quoi. On t'en parlait, effectivement, j'ai fait la Transmartinique il n'y a pas longtemps, mais c'est valable pour n'importe quelle course. Bon, la Transmartinique, en l'occurrence, c'est encore plus criant sur une traversée quand on fait des courses. Mais vous savez, il y a des courses qui sont en boucle. Il y a des courses, effectivement, qui font le Tour du Mont Blanc, par exemple, pour en parler d'une course très connue qui est l'UTMB. Et il y a des courses qui sont en traversée, qui partent d'un point A à un point B. Et puis, dans ces traversées-là, il y a des courses qui partent d'un point A au nord d'une île et qui vont à un point B au sud d'une île. Ce qui fait que on traverse une île en courant. En l'occurrence, la Transmartinique, c'est 138 km. Vous partez de Grand-Rivière, qui est tout au nord de l'île, et vous arrivez au sud, à Sainte-Anne. Et en fait, je trouve ça fascinant, quoi, de me dire, j'ai pas pris de voiture, j'ai pas pris de vélo. C'est moi, mes jambes, mon corps, que j'entraîne au quotidien, mais c'est presque devenu une routine, pour être capable de faire ça. Et de me dire, après, quand tu regardes la trace sur ton écran, et tu fais, oh, c'est dingue, j'ai traversé la Martinique à la seule force de mon propre corps. Ça, je trouve, moi, il y a quelque chose qui me fascine. Géographiquement, personnellement, de me dire que mon corps est capable de se déplacer sur de telles distances, je trouve que c'est... il y a quelque chose qui fascine, qui donne confiance, qui te pousse à, encore une fois, te dédramatiser certaines choses, à te croire capable de plein d'autres dont tu ne te croyais pas capable avant. Et moi, mon pourquoi, il est là, quoi. C'est pourquoi, parce que, en fait, ça me prouve au quotidien, quand je prends le départ de ces courses, qu'en fait, mon corps est capable de faire des choses, et mon corps et certainement mon esprit aussi sont capables de faire des choses, en fait, insoupçonnables pour pas le commun des mortels, mais même moi-même, avant de découvrir ce sport-là, et avant de découvrir cette pratique-là. C'est fou, quoi, de se dire qu'en fait, et encore une fois, hein, je suis pas un... Pour moi, c'est donné à tout le monde, sans caricature. C'est-à-dire que il faut l'envie, il faut du temps, il faut aimer le sport, évidemment, mais c'est des trucs qui se travaillent. Mais ouais, de se dire qu'on est capable de ça, moi, ça me cadre et ça me rassure et ça m'épanouit, quoi. Parce que ça fait combien de temps que tu cours, du coup ? Enfin, pour voir un peu la chronologie, parce que là, tu fais la Transmartinique, pardon, et en même temps, tu dis que tout le monde en est capable, mais... Ouais, alors pas du jour au lendemain, hein, j'ai pas dit ça, On est d'accord. Moi, ça fait une dizaine d'années que je cours. Après, on en parlait aussi en off, mais je viens du foot, hein, j'ai fait du foot quand j'étais petit, j'ai toujours fait du sport.
Mais la course à pied, vraiment, il y a une dizaine d'années. Et puis, moi, j'ai pris le chemin classique. J'ai commencé par un 10 km, un semi-marathon, des marathons. Les marathons sont très vite devenus, avec une bande d'amis, l'occasion de se faire des week-ends un peu partout en Europe, de se dire, tiens, où on irait courir et se passer un week-end. Ce qui nous fascinait en termes de géographie, d'envie, même d'histoire. Enfin, moi, pour le coup, j'ai couru le marathon de Pyongyang en Corée du Nord parce que ça me fascinait. Voilà, donc il y a eu tout ça. Et puis après, j'ai découvert la montagne, le trail. Et là, un peu coup de foudre quoi, pour cette discipline. Et puis, on commence par un 20 km, par un 30, un 40, un 80. Et ça augmente. Et puis, et ça, effectivement, ça prend du temps. Mais quand je dis que c'est donné à tout le monde, c'est que à partir du moment où on a une appétence pour cette chose-là, qu'on s'entraîne pour, qu'on l'intègre à notre quotidien. Quand je dis qu'on s'entraîne pour, pas en mode sportif de haut niveau, hein, même si pas en mode athlète en tout cas, parce que sport de haut niveau, il peut se cacher beaucoup de choses derrière, mais effectivement, à partir du moment où on intègre à sa routine quotidienne de courir, je sais pas, ne serait-ce que 10 km par jour, ce qui est à peu près mon cas, on peut considérer que c'est du sport à haut niveau, parce qu'on le pratique beaucoup. Mais je veux dire, d'un point de vue amateur, c'est des choses en fait qui peuvent être intégrées à un quotidien et qui est donné à n'importe qui est passionné par ça, qui y éprouve du plaisir et qui s'en donne les moyens. Pour moi, à la base, il y a pas de corps qui sont capables de courir sur des longues distances et d'autres qui n'y sont pas du tout. Tout est une question de circonstances, de temps et de se donner les moyens d'eux, quoi. Parce que là, tu disais, tu cours 10 km par jour. Moi, je cours tous les jours. Okay. Alors, c'est pas forcément 10 km, parfois ça peut être un peu moins, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est intégré vraiment dans mon quotidien, quoi. Je mange le midi, je dors la nuit, il y a toujours au moins 1 heure où je vais courir, que ce soit voilà, pour un footing, une séance, de plus ou moins d'intensité, une sortie longue, parce que je suis un week-end à tel endroit et que je trouve ça beaucoup plus cool d'aller découvrir le spot avec des baskets qu'un transport en commun. Mais ça fait partie de mon quotidien, quoi. Parce que c'est déjà un bon rythme, 1 heure en moyenne par jour, 7 jours sur 7. Ouais, c'est un bon rythme, mais encore une fois, c'est pas venu du jour au lendemain, quoi. Quand je te parle de cette période où je faisais un 10 km, je faisais des 10 km ou des marathons, je courais 3 fois par semaine, puis après je passais à 4, et puis voilà, mais vraiment sans pression. Moi, j'ai un niveau normal de coureur amateur qui aime bien faire des longues distances, mais je suis pas du tout en quête de performance absolue, dans une volonté vraiment de performer. Moi, ma volonté, et ça rejoint ce que je disais, c'est d'être capable de me dire, oh, tiens, si j'allais me traverser la Martinique à pied, ouais, c'est cool, en fait, je peux le faire, quoi. C'est ça qui me fait triper, en fait, c'est tiens, tel massif de montagne, s'il me prend l'envie l'été prochain de me dire ce serait quand même cool de traverser, je sais pas, de faire le tour des Écrins ou de traverser le Vercors ou Beldon, qui est un massif autour de Grenoble que j'aime beaucoup. En fait, je prends mon sac à dos, je pars et je vais me traverser ça, j'en suis capable. C'est un moment à moi. Et moi, c'est ça qui m'attire, quoi. C'est pas de me dire que je suis capable d'aller le plus vite possible, de gagner des courses ou quoi que ce soit. Non, c'est d'être en mouvement en permanence et que mon corps soit apte à épouser la moindre idée que j'aurais de déplacement sur des territoires, quoi. C'est intéressant parce que tu dis que t'as pas forcément cette chose de vouloir courir le plus vite, d'être le meilleur sur des courses. Est-ce que tu arrives à avoir aussi ce détachement par rapport au dossard quand tu le prends ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange ou d'athlètes qui me disent, moi, si je prends un dossard, c'est pour performer, quoi. Enfin, je me vois pas payer un dossard juste pour dire je fais mon endurance fondamentale du week-end et c'est tout, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Mais moi, ce que j'entends par là, c'est à la différence peut-être de vrais athlètes, entre guillemets, c'est moi, je prends un dossard, j'y vais pas à la cool. Ce serait mentir que de dire ça. Mais les objectifs et que je me fixe et l'intensité que je vais y mettre, elles vont être liées à ma propre connaissance de mon niveau. C'est vraiment, encore une fois, c'est trivial ce que je vais dire, mais c'est contre moi que je vais me battre. C'est-à-dire, je sais que je suis capable, potentiellement, sur une telle course, de traverser telle distance en fonction du dénivelé, etc., en à peu près ce temps-là.
mon objectif va être de potentiellement terminer cette course en ayant la satisfaction de me dire tu l'as bien couru, tu l'as couru à ton niveau, tu as fait une belle course, tu as pris du plaisir, tu es satisfait de toi, tu as fait un temps qui correspond à ton niveau, tu as respecté le dossard, quoi. Tu es allé jusqu'au bout, tu as respecté le dossard. Ça va pas être du tout de me dire systématiquement il faut que je fasse telle place ou il faut que j'aille doubler le mec devant ou la fille devant, etc. Non, c'est vraiment moi, quoi. Tu vois, être content de moi. Et comment on se bat contre soi, justement? Parce que je fais aussi des courses, tu vois. Il y a aussi ce truc mental de... toutes les courses que j'ai fait, il y a toujours un peu le même... tu vois, on parlait d'histoire tout à l'heure, mais cette même structure où, en fait, au début, t'es tout feu, tout flamme sur le début. Au milieu, ça commence à être un peu terrible, ça descend. Et à la fin, t'es vraiment pourquoi j'en suis là, pourquoi j'en chie. Et dès que t'as fini la ligne d'arrivée, t'es en mode ok, c'est cool, c'est quand la prochaine fois, quoi. Est-ce que toi, mentalement, déjà, t'as aussi un peu ce même pattern? Et comment est-ce que toi, t'arrives à trouver la force de continuer mentalement au-delà de te dire c'est plus facile ce que je fais là que ce que je fais tous les jours? Parce que pour continuer à garder rythme sans se dire j'arrête là, j'abandonne et respecter ce dossard. Moi, déjà, le premier truc, c'est... moi, je fais aujourd'hui quand même plutôt du long, donc des courses qui dépassent les 100 km. Du coup, ça génère d'autres interrogations de performance, entre guillemets, et d'autres objectifs qui sont vraiment liés à ces distances-là et qui sont liés au plaisir que je prends pendant ces courses. Autrement dit, le fait qu'il y ait énormément de paramètres de performance possibles. Sur du long, tu vas pouvoir t'améliorer d'une course à une autre sur ta manière de t'alimenter. Est-ce que j'ai pris les bons gels ou les bons trucs pour manger? Est-ce que j'arrive à m'alimenter? Est-ce que j'ai vécu au niveau digestif, au niveau estomac, une bonne course? Est-ce que j'ai mieux fait les choses que celle d'avant? Premier truc. Est-ce que en descente, j'ai réussi musculairement à me sentir mieux qu'avant, à pouvoir mettre de l'intensité dans les descentes mieux que la course d'avant? Pareil en montée, pareil sur le plat. Est-ce que souvent sur des courses de cet ordre-là, on est amené à ne pas dormir alors que le temps de course dépasse potentiellement parfois même les 24 voire les 40 heures. Est-ce que j'ai réussi à mieux gérer le sommeil? Moi, c'est tout ça qui me fascine et pour moi, je compartimente beaucoup en fait mes objectifs. C'est-à-dire que je finis une course et je fais souvent le bilan de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et tu vois, c'est pas un truc global, quoi. C'est vraiment dans ma tête compartimenté, quoi. C'est j'ai fait ce temps-là, ok, donc ça, je suis satisfait ou pas. J'ai réussi à m'alimenter sans avoir des troubles digestifs. C'est cool, mais pas suffisamment. Peut-être que la prochaine fois, je le gérerai mieux. À partir du moment où j'arrive à 30 heures de course, quand je marche dans les montées, je m'endors. Ça, faut que je le travaille. En fait, c'est ça aussi, moi, qui me fascine dans ce sport-là, c'est qu'il y a une marge de progression permanente, quoi. Il y a toujours un critère à aller chercher à améliorer, surtout au niveau amateur comme le mien, où c'est pas ton travail au quotidien, tu vois. Moi, certes, je trouve un moment pour courir tous les jours, mais après, je mène une vie comme tout le monde, quoi. Il y a des athlètes où ils passent des journées à s'interroger, à récupérer, à s'interroger sur leur protocole de nutrition, de tout. Et ça, en fait, c'est infini. C'est comme un jeu, quoi. Je l'ai écrit pour le coup il n'y a pas longtemps après la Transmartinique. Moi, ça me fait parfois penser un peu aux livres que je lisais quand j'étais gamin, les livres dont vous êtes le héros, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour tel ou tel domaine, que ce soit la nutrition, que ce soit la course en tant que telle, que ce soit la vitesse que tu vas prendre, que ce soit l'équipement. Je prends sur telle portion, on a pas mal de temps sans ravito. Est-ce que je prends une flasque, 2 flasques, 3 flasques, tu vois, est-ce que j'ai suffisamment m'hydrater? En fait, tout est un choix. C'est en fait ta course au final. C'est une succession de mini-choix que tu prends toi-même, sur lesquels tu as les commandes, et en fait, qui vont t'amener à changer complètement le résultat final. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu fascinant, l'ultra-trail. Et ça, moi, en fait, ma performance, je l'analyse souvent, entre guillemets. J'aime pas forcément ce mot à mon niveau, mais en tout cas, le plaisir que j'y prends et les objectifs que je me fixe, ils sont de cet ordre-là, quoi. Je connais les règles du jeu. Est-ce que j'ai sorti les bonnes cartes au bon moment ce coup-ci? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que ça me poussait à réfléchir pour la prochaine, à sortir à telle carte à tel moment? Ça, c'est fascinant, quoi. Chaque fois, c'est une nouvelle partie qui commence. C'est infini, quoi. Et quand tu rajoutes à ça les territoires que tu traverses qui ont aussi des caractéristiques différentes,
qui peuvent être de la montagne, qui peuvent être du désert, qui peuvent être de la jungle. En Martinique, c'était complètement différent parce que c'était vraiment la forêt tropicale. Bah, ce jeu, c'est ton plateau de jeu, il est différent à chaque fois, quoi. Et dans ce jeu, t'as le temps d'apprécier le paysage ou pas du tout? Ouais, franchement, ouais. En tout cas, à mon niveau, oui. Ouais. Franchement, je le dis très sincèrement. Ouais, vraiment. Sur la Transmartinique, où la fin s'est pas forcément bien passée parce que j'avais les pieds vachement humides. En fait, il y a la forêt tropicale, on traverse beaucoup de rivières, il y a beaucoup de boue. Donc, les pieds sont un élément du jeu, pour le coup, tu vois. C'est un nouveau paramètre qui rentre en compte sur la Transmartinique. T'as la carte gestion des pieds, quoi. Et bon, ça, au bout d'un moment, si t'arrives pas à le gérer, c'est rédhibitoire parce que les pieds, c'est central, quoi. Et donc, j'ai eu très mal aux pieds au bout d'un moment, des gestions d'ampoules, etc., des ampoules à gérer. Et donc, j'ai mis plus de temps que prévu. J'ai vécu un deuxième lever de soleil en course où j'étais proche vraiment du littoral sud de la Martinique, vers la savane des pétrifications, tout ça, la Saline-les-Bains. Ce lever de soleil, il m'a marqué, quoi. Et je l'ai apprécié de dingue. Comme le premier, où après une nuit dans la jungle, tout d'un coup, le soleil se lève dans la jungle, où la végétation, tu la vois différemment. Ouais, franchement, l'environnement que je traverse, les paysages auxquels je suis confronté, pour moi, ils sont primordiaux dans mes choix de course et dans le plaisir que je prends à exercer ce sport. Ouais. Et justement, là, tu as rajouté la carte des pieds humides et des chaussures, enfin, des changements, on va dire, de retour au stand. Quand tu fais tes analyses de course, là, tu parlais que tu les compartimentes dans ta tête et que tu regardes ce que tu t'améliores la fois d'après. Est-ce que ça, t'en gardes une trace écrite ou sur ordinateur pour justement suivre une évolution et savoir les erreurs que tu as fait ou non? Ou est-ce que tu fais tout un peu au feeling dans ta tête et t'améliores petit à petit et tu te souviens de ce qui n'avait pas fonctionné et des écosystèmes en fonction d'eux? Ouais, non, tu vois, c'est vrai, je suis plus au feeling. Mais ta question me fait presque regretter, me dit, mais c'est vrai que je pourrais noter quand même les trucs. Mais je suis plus au feeling. Après, je retiens quand même bien les choses qui fonctionnent pas. Et en revanche, à l'approche d'une course, au moment d'interroger, pour filer la métaphore que je trouve assez drôle, les cartes que je vais avoir dans mon jeu et que je vais devoir utiliser, j'ai toujours un moment où je me replonge un peu dans tout ça et où je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et il y a aussi un élément que j'aime bien, moi, que je pratique beaucoup et qu'il y a beaucoup de pratiquants aujourd'hui de trail et d'ultra-trail qui ont aussi ce même réflexe, c'est ce qu'on appelle les recos. Moi, je fais beaucoup ça, c'est-à-dire, le reco, c'est reconnaissance. Quand je sais que je vais avoir une course, bon, alors la Martinique, c'est compliqué, parce que je vais pas prendre 2 fois l'avion pour aller reconnaître l'île, mais typiquement, je sais pas, je parlais du massif de Beldon. Moi, j'ai fait une course qui s'appelle l'échappée belle, qui traverse l'ensemble du massif de Beldon. Moi, je prends plaisir à me fixer cette course à mon programme de course parce que je sais qu'en amont de la course, je vais aller avec mon sac à dos faire la course que je vais faire d'une traite, la faire en 4 jours, en dormant en refuge, pour reconnaître le terrain, pour savoir par où je vais passer, pour savoir justement potentiellement quelle carte je vais abattre à quel moment. Et moi, ça, j'y prends beaucoup de plaisir et ça fait aussi partie du jeu. Ça fait partie du jeu d'aller reconnaître le parcours et de se dire tiens, maintenant j'ai davantage connaissance quelles sont les portions qui vont être compliquées. Et pour moi aussi, c'est très important, ça rejoint la question que tu avais sur les paysages. Moi, dans ma pratique et dans ma passion pour ce sport, j'accorde beaucoup d'importance aux territoires que je traverse, ou en tout cas sur lesquels je vais courir. Et en fait, ce qui me fascine aussi, c'est de connaître vraiment le territoire que je vais traverser ou sur lequel je vais courir. Dans le sens où, quand on fait des courses, on peut très bien se dire j'ai pris un dossard, je pars, j'y vais, je prends le départ, je cours, je finis la course en tel temps, ou alors je la finis pas, etc. J'arrive à l'arrivée, puis je m'en vais, quoi. Et en fait, moi, ça me frustre de ouf. En fait, de repartir et de me dire, mais en fait, je connais pas vraiment le territoire par lequel je suis passé. Ce refuge-là où je suis passé, je me rappelle même plus de son nom. Je sais même pas si les gens sont sympas dans le refuge ou pas. Je sais même pas si telle montée, je me souviens plus vraiment de comment elle s'appelle, ou alors ou si tel endroit a ce nom-là, je sais pas vraiment pourquoi. Et
moi, ça fait vraiment partie de la passion que j'ai pour ce sport, c'est la connaissance des territoires qu'elle permet, quoi. Et ça, les reconnaissances l'occasionnent, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans la pratique, quoi. C'est vraiment d'avoir vraiment une connaissance globale. Après, même si je suis pas de là-bas, tu vois, moi je suis parisien et en plus je suis très urbain à la base et je suis très attaché à ma vie urbaine. Mais cette passion que j'ai pour les grands espaces et la montagne, qui pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais sont complètement complémentaires pour le coup avec cette vie urbaine. En fait, et je dis pas ça du tout en mode prétention, hein. Mais Beldon, typiquement le massif de Beldon, je le connais super bien, alors que j'y vis pas. Mais je pense que je le connais presque mieux que certains Grenoblois, quoi, tu vois. En vrai, mais pas par... je dis pas ça en mode de prétention, mais je dis ça en mode ce sport te permet ça, te permet d'explorer des territoires avec une précision que même des gens qui vivent autour, parfois, n'en ont pas l'opportunité, quoi. Et ça, c'est trop cool. Ok, pause. Si t'es encore là, c'est que t'as apprécié cet épisode, alors abonne-toi. Parce que c'est pour cette raison que Crisis existe. Partager des histoires comme celle-ci. Plus on est nombreux, plus je peux vous ramener des invités exceptionnels comme aujourd'hui et vous proposer ce contenu gratuitement. On reprend. Et du coup, t'as plus cet aspect de... Tu choisis tes voyages en fonction des courses plutôt que tes courses en fonction des voyages, ou enfin quand tu veux partir en vacances, du coup, typiquement, tu te poses d'abord la question où est-ce qu'il y a des courses intéressantes à faire plutôt que... Ça peut vraiment être les deux. Ouais. Ça peut vraiment être les deux. C'est dans les deux sens. Mais c'est vrai que j'essaye à chaque fois, que ce soit un voyage, de le coupler avec une course, ou quand je choisis une course, je me dis, tiens, avant ou après, ça va être sympa de se faire ci, de se faire ça. Mais en tout cas, mes courses, pour rebondir sur ce que je disais avant, aujourd'hui sont vraiment choisies. Alors, la Transmartinique, c'était un peu particulier, mais je les choisis vraiment par rapport à ces reconnaissances. Je me dis, en fait, c'est un endroit que je connais pas du tout, je vais aller y faire une course. Et non seulement je vais aller faire une course, mais ça va me permettre 3 semaines avant, même 2 fois, moi ça m'arrive d'y aller 2 fois, de faire 2 recos. Je vais me faire 2 grands week-ends où à 2 reprises, je vais aller refaire le parcours. Et en fait, j'ai envie d'y aller pour connaître l'histoire de ce lieu, pour connaître l'histoire de cette trace. Parce que chaque trace qu'on fait, souvent en ultra-trail, on n'imagine pas, mais c'est la réalité. Ces traces, c'est des sentiers. C'est des sentiers de grande randonnée, des GR, mais les sentiers de grande randonnée, ils ont une histoire aussi. S'il y a des sentiers, des traces qui ont été faites à ces endroits-là, c'est parce qu'ils ont servi de chemin à un moment, c'est parce que certaines personnes, avant les randonneurs et les trailers, certaines personnes les empruntaient pour une raison de commerce, de transhumance. Il y a une histoire derrière ces sentiers. Et moi, ça me passionne. Et je trouve ça génial que ce sport puisse amener à faire des découvertes comme ça. Ouais. Et ce t'est jamais venu à l'idée, ou c'est peut-être un projet en cours, mais justement de raconter aussi ces histoires-là des chemins, des courses, pourquoi elles existent, pourquoi est-ce que ce tracé-là, il a telle histoire, ou cette course passe par ce refuge ou... Ouais, si, ça m'arrive, et enfin j'y ai pensé. Moi, je travaille en parallèle de mes activités, hein. Moi, c'est l'activité de co-auteur, c'est une activité parmi d'autres. Mais je travaille pour un média qui s'appelle Distance Plus, qui est un média de trail, spécialisé dans le trail, où parmi les histoires qu'on raconte, qui sont, alors pour le coup, c'est purement journalistique, hein, ça va être des interviews d'athlètes, de la couverture d'événements, de telles courses. On a différents formats, il y a du podcast aussi, et j'essaye avec mes confrères de toujours ajouter à ce contenu qu'on crée au quotidien, avec toutes les courses qu'on suit et toutes les athlètes qu'on suit, tous les athlètes qu'on suit, de rajouter cette dimension territoriale, on va dire, de rappeler qu'à chaque fois, en fait, une course qui traverse un territoire, derrière, il y a une histoire. Et donc, oui, ça m'arrive de le faire dans le cadre de ce travail-là, en l'occurrence. Ouais. C'est super intéressant. Je pense que je mettrai quelques liens d'articles pour ceux qui veulent découvrir ça, mais je rebondis avec Steven aussi. Et c'est ce qu'il disait dans l'interview, où on a une chance en France d'avoir une variété de paysages et de décors différents. Alors lui, toujours pareil, les traverses à vélo, mais à pied, les GR, les courses, il y a tellement de variétés de choses à faire, à expérimenter, à tester, que pour une personne comme toi, ça doit être infini les possibilités, quoi. Le terrain de jeu, pour le coup, si le jeu est infini, ouais. Mais encore une fois, pour moi, le jeu
est à la disposition de tout le monde, quel que soit son niveau et quelle que soit son envie. C'est pas pour presque paraphraser un peu Mathieu Blanchard qui écrit ça dans son livre et qui dit que voilà, en fait, que le livre s'appelle Vivre d'aventure, que lui, il vit certaines aventures, mais qu'en fait, l'aventure, parfois, est au bout de la rue, quoi. Que chacun a potentiellement une aventure à côté de chez lui, un truc à vivre qui est beaucoup plus simple que comme lui, il peut faire, de faire des ultra-trails aussi, ou en l'occurrence, de traverser l'Atlantique au cours d'une transat, mais en voilier, mais c'est ça aussi, la puissance de ces histoires-là, de ces athlètes-là, c'est de montrer aux gens que ce qu'ils vivent, en fait, chacun peut le vivre un peu à sa manière. Et ça, en fait, sur le papier, quand on le prononce, ça peut donner un peu une sensation de naïveté. Ouais, bon, il dit que l'aventure, c'est pour tout le monde, etc. Moi, je peux comprendre les gens qui réagissent comme ça, mais parfois, derrière des choses qui sont triviales et qui sont prononcées de manière basique, il y a des réalités très concrètes dont les gens ne s'emparent pas forcément. Et je pense que si aujourd'hui, il y a autant d'engouement autour du trail, autour de l'aventure en particulier, autour de l'outdoor, le fait d'aller en montagne, en tout cas dans des grands espaces, soit randonner, soit se faire des itinérances, etc. C'est aussi parce que ça plaît aux gens et ça leur apporte des choses, de se dire qu'ils peuvent aussi s'évader d'un quotidien pour aller pratiquer à leur niveau un sport ou une aventure et s'inventer leurs propres aventures. Et je pense que c'est aussi pour ça que ces livres, mais que ces personnalités-là parlent aujourd'hui à beaucoup de monde. Ouais. C'est quelque chose que je trouve très fort, justement, ce genre d'histoire, de pouvoir toucher un grand nombre, alors que c'est quand même des domaines assez nichés, on va dire, l'ultra trail, même le vélo, le BMX, la descente. Mais il y a quand même un point commun par rapport, que ce soit à niveau amateur comme nous, ou pour ces athlètes, qui est, tu dis que c'est accessible à tout le monde, ce qui est vrai avec du travail et du temps, ce qui demande beaucoup de discipline quand même. Et cette discipline, même si du coup toi tu l'as expliqué en partie tout à l'heure par rapport au fait que c'est plus facile que la vie quotidienne, est-ce qu'il y a vraiment que ça qui te pousse, ou est-ce que tu arrives à avoir d'autres éléments, on va dire d'autres switches, qui font que t'arrives quand même à avoir cette régularité dans ton entraînement pour aller courir tous les jours, ce qui est pas rien quand même de courir tous les jours comparé, on va dire... Ouais, je pense vraiment que c'est une évolution. Tu vois, moi, aujourd'hui, et je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est pas quelque chose que je réinterroge. En fait, je me dis pas, tiens, c'est bizarre, je cours tous les jours. En fait, non. Et je te dis, je cours tous les jours, mais tu vois, en rentrant de Martinique, après un ultra, je recours pas forcément le lendemain, tu vois. Et ça me manque pas, en fait. Et après, je le reprends parce que ça fait partie de ma routine. Je suis pas du tout accro par ailleurs. Ouais. Juste, en fait, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie au fil du temps. Si je l'ai intégré aussi puissamment, c'est parce que je pense que ça me faisait du bien par rapport au pourquoi qu'on a évoqué, entre autres. Et au bout d'un moment, bah, c'est un peu comme tout ce que tu intègres dans ta vie, quoi, et qui te fait du bien. Bah, en fait, tu le conserves, tu apprends à le cultiver et tu apprends à l'adapter au reste de ton existence, quoi. Et au bout d'un moment, c'est ancré, quoi. Moi, aujourd'hui, c'est ancré, en fait. Je l'interroge pas. C'est même... Peut-être que de l'extérieur, il y a des gens qui peuvent considérer ça comme une discipline de dingue, une rigueur, etc. Mais moi, pour moi, ça ne l'est vraiment pas, quoi. C'est encore une fois. Et Alexandre Bouchek l'explique aussi dans son livre. Lui, c'est pareil, hein, il court tous les jours, encore plus, évidemment, longtemps que moi, sur beaucoup plus de kilomètres, etc. Mais ça fait partie de son quotidien, quoi. Pour lui, c'est pas un sacrifice. C'est comme ça, il s'est mis à courir. Et je pense qu'à différents niveaux, ça parle à plein de gens aujourd'hui, quoi. Je pense qu'il y a un moment à passer, effectivement, où il y a ce moment où quand on s'y met, déjà, il y a la validation de est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas. Si ça nous plaît, il y a un moment où, au départ, dans un quotidien, enfin dans une vie, d'un point de vue hebdomadaire, intégrer une séance de course à pied avec le travail, la vie de famille, la vie sociale, etc., ça peut être compliqué. Donc, en caler une, c'est dur, 2, c'est dur, 3, c'est dur. On voit pas comment on peut en caler une 4e. Mais au bout d'un moment, on en cale une 4e, puis une 5e, puis une 6e. Et en fait,
moi, ça fait partie de mon quotidien, de mon hygiène de vie, ça fait partie de ce qui m'épanouit et j'ai pas l'impression de faire un effort pour que ça en fasse partie. Au contraire, c'est quelque chose qui me définit aujourd'hui et qui me fait beaucoup de bien, quoi. C'est une bonne façon de résumer une bonne habitude, on va dire. c'est vrai je le mets en perspective, tu vois, avec mon expérience. On parlait de voyage tout à l'heure et d'autres athlètes aussi que j'ai eu où avec le running, il y a aussi cette facilité de peu importe où tu vas, tu es sûr de pouvoir pratiquer, tu vois. Alors que moi, par exemple, quand je veux partir en vacances, des fois, les choses que je regarde qu'il y a autour dans la ville, c'est est-ce qu'il y a des salles d'escalade ou est-ce qu'il y a des spots. Donc forcément, ça te fait remettre un peu plus en question ta pratique parce que tu es confronté à cette difficulté, quoi. L'avantage où, en fait, si tu as une paire de chaussures dans le sac, tu peux aller où tu veux. Ah ouais, et puis que ce soit d'un point de vue urbain comme d'un point de vue nature, quoi. Enfin, tu peux partir en week-end à Rome et kiffer découvrir la ville en courant, et puis tu peux partir pour rester en Italie dans les Dolomites et pareil, quoi. T'es bien. C'est vrai qu'il y a une facilité. Je pense que c'est aussi c'est ce qui fait aussi le succès aujourd'hui de ce genre de pratique, quoi. C'est l'accessibilité. Et pas forcément j'aime bien à chaque fois aussi faire un point là-dessus, c'est que accessibilité, c'est un bien grand mot parce que on dit souvent qu'il suffit de mettre des baskets et on va courir. Mais c'est une petite parenthèse, mais qui pour moi paraît essentielle. C'est pas donné à tout le monde, hein. Le prix des chaussures, les équipements aujourd'hui, l'engouement est tel, c'est normal, hein. On vit dans une société de consommation. Enfin, je sais pas si c'est normal d'ailleurs, mais en tout cas, l'état de fait, c'est qu'on est dans une société de consommation, que c'est une pratique qui fonctionne, que forcément il y a des marques qui ont identifié que ça fonctionnait, et que aujourd'hui, pour faire du trail ou même de la course à pied, les chaussures, les shorts, les t-shirts, ça fait vite un budget. Ça fait vite un budget. Et que, je vais pas citer de marque, mais que quelqu'un qui se dirait ouais, c'est accessible, je vais courir tous les jours avec des sneakers quelconques, de marques vraiment de chaussures qu'on peut mettre dans la vie au quotidien qui sont pas faites pour courir, mais il se fait pas du bien, quoi. C'est pas la meilleure des idées, quoi. Donc accessible, oui, sur le papier, mais aujourd'hui on se rend compte quand même que le trail, l'ultra trail, ces pratiques-là outdoor, même l'escalade, tu parlais de l'escalade, voilà, ce sont des pratiques qui sont moins populaires, on va dire, que le football. Ouais. Et ça, c'est dommage. Enfin, j'ai pas la solution là, mais je pense que c'est toujours important de le préciser. Aujourd'hui, on est quand même dans une pratique qui touche quand même beaucoup de CSP+, et on n'est pas dans la pratique de l'athlétisme, voilà, des clubs populaires d'athlétisme qui accueillent les enfants quand ils sont jeunes avec une licence, etc. Aujourd'hui, pour accéder à ces pratiques-là, c'est un certain budget quand même. Donc accessible, oui et non, quoi. Ouais, ça fait écho, je crois que c'est dans le livre de la clinique du coureur, dans l'introduction du livre ou dans la préface, c'est ce qu'il dit, c'est la course est l'activité la plus simple et la plus complexe à la fois, quoi. Dans le sens où il suffit de mettre ses chaussures pour y aller, mais déjà il faut les chaussures et après il faut aussi avoir la bonne pratique pour éviter de s'abîmer, quoi. Exactement. Donc, ouais. Et dernière question par rapport justement au sport, parce que ça m'intéresse, vu que je prévois certains dossards ou certains voyages. Quand tu voyages avec un dossard, typiquement, comment est-ce que tu arrives à te dire je vais visiter la ville ou le pays après? Parce qu'en général, t'es rincé une fois que t'as fini ta course. Ouais, c'est vrai, ça c'est pareil, c'est l'expérience, faut réussir à dépasser tout ça, quoi. Après, ça dépend effectivement des distances que tu fais. On a tendance à dire, par exemple, si je prends le marathon, c'est vrai que c'est dommage, je sais pas, on va faire le marathon de Florence, c'est la première fois qu'on va à Florence, on n'a pas envie d'aller prendre le dossard à la halle des sports ou je sais pas quoi, perdu au milieu de nulle part, et de rentrer à l'hôtel et de faire le marathon et de repartir, quoi. Moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai appris à dédramatiser tout ça. Si je marche beaucoup la veille parce que j'ai envie de profiter, peut-être que je perdrai 1 ou 2 minutes le lendemain. Mais, et puis quoi. En vrai, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Parce que avant, quand on voyage, en tout cas à travers les courses et à travers sa pratique, on peut être inquiet de trop piétiner avant et de perdre de l'énergie.
et après ne plus forcément être capable de prendre du plaisir. Je pense que voilà, il faut c'est propre à chacun, mais il faut dédramatiser l'enjeu en tant que tel. Quoi qu'il arrive, si on est entraîné, si on a envie de faire cette course-là, on la fera du mieux possible. Et même si on marche un peu avant, et après, on trouvera malgré tout la force d'aller se balader. Enfin, en vrai, voilà, marcher sur des courbatures, c'est pas grave, quoi. Ouais, surtout en Italie pour aller goûter les pizzas, quoi. Voilà, exactement. on a, surtout moi, pour être très franc, on a souvent on a toujours de l'énergie pour se lever après une course et aller manger une glace et une pizza. Une pizza, une petite bière. Ouais. Ouais, surtout pizza glace. Moi, je suis très, très gourmand. Je suis pas forcément bière et tout, mais en tout cas, ouais, une bonne pizza, une petite glace, ça, y a pas de problème. Je peux être HS, je me lève, j'y vais, quoi. Et juste niveau organisation, tu vois, ça me fait penser au niveau de l'organisation. Quand tu es en voyage, c'est peut-être un peu plus simple parce que tu as, on va dire, moins de contraintes. Mais là, courir tous les jours, même si c'est une habitude, comment est-ce que toi, tu arrives à t'organiser pour, on va dire, caler le pro, le perso et ta séance d'1 heure et le temps logistique, cuisine, manger, vaisselle. Est-ce que tu as des tips, des conseils, des choses où c'est au feeling? C'est compliqué parce que, encore une fois, c'est très propre à chacun. Moi j'ai un avantage que certaines personnes n'ont pas, c'est que, en fait, moi, je suis indépendant. Donc, j'ai personne qui va me dire faut travailler de telle heure à telle heure. J'ai des gens qui vont me dire il faut rendre ce texte, cet article ou ce truc à telle date. Ouais. Après, je m'organise, quoi. Donc, y compris pour la vie perso, c'est pareil. En fait, moi, je m'arrange pour que ça n'ait ni d'impact trop sur ma vie perso, ni d'impact sur ma vie professionnelle, parce que je sais très bien que si à un moment je peux aller courir entre 11h et midi, j'y vais, n'importe quel jour, n'importe quand. Donc je pense que c'est propre à chacun. Quand tu es vraiment salarié, que tu as un job où vraiment tu as des horaires fixes à respecter, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est souvent une fausse excuse. Enfin, moi, j'ai du mal avec les gens qui me disent moi, j'aimerais bien aussi courir 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, mais j'ai pas le temps. Ça, moi, j'y crois. Enfin, on a toujours le temps de... C'est une question de priorité, ouais, quoi. C'est une question de priorité, d'organisation, mais en réalité, on a le temps si on s'en donne les moyens, quoi. C'est vraiment de l'orga. Moi, je dis pas que je suis plus surbooké que d'autres, mais j'ai comme tout le monde une vie bien remplie. Voilà, j'arrive à le faire. Si on veut le faire, voilà, on s'organise pour. Donc, quel que soit le schéma en fait de travail, etc. Donc, j'ai pas de tips, si ce n'est que de se dire qu'en fait, c'est possible, quoi. Ouais. C'est possible en se levant plus tôt, en se couchant plus tard, en trouvant un moment, même si ça... Parfois, moi, ça m'arrive d'avoir qu'une demi-heure. Ouais. Je vais courir tu une vas demi-heure. courir juste une demi-heure, quoi. Et c'est pas grave. Et attention, je dis que je cours tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de courir. Et je courrai pas en rentrant, là. Ouais. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois, il faut aussi dédramatiser le truc, quoi. Voilà, parfois, on n'a pas le temps. C'est l'avantage de l'amateurisme, peut-être, je dirais. Pas ça, je dis pas amateur d'un point de vue négatif, mais il n'y a pas d'obligation de résultat derrière un dossard, quoi. Faut pas confondre un truc qu'on intègre encore une fois à notre vie parce qu'on considère que c'est épanouissant, que ça nous fait du bien et que peu à peu ça devient une routine et que c'est partie du truc avec un objectif de performance ou presque une addiction, quoi. Quelque chose vraiment où ah putain, si je cours pas aujourd'hui, en fait, je vais pas être bien, ou j'ai raté un truc. Non, pas du tout. Ça, pour le coup, on n'aura pas le temps de développer ce sujet-là, mais et là, si on bascule là-dedans, il faut s'inquiéter. Si on se dit j'ai pas réussi à courir aujourd'hui, je suis pas bien, là, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est comme tout, en fait, c'est un équilibre. Voilà, c'est intégré à l'hygiène de vie, à la routine. Il y a des fois, c'est pas possible de réaliser nos routines, quelles qu'elles soient. Mais c'est pas grave, le lendemain, on y arrivera, quoi. Et pour finir, avant que je te pose les dernières questions, justement, cette addiction, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré chez les profils que tu côtoies, qui sont plus professionnels que nous, justement, ou eux arrivent aussi à se détacher de cette obligation de résultat et de cette pression
de la Alors, performance? Si on parle vraiment de l'aspect bigorexique de l'addiction au sport, pour les gens avec qui j'ai travaillé, en l'occurrence, non, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré. Ça existe. Moi, j'y ai pas été directement confronté, donc j'aurais pas les réponses, mais c'est sûr que c'est des choses auxquelles il faut faire attention, ouais. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu. Il y a des questions à se poser et des choses qui peuvent alerter là-dessus, quoi. De faire la différence entre la passion, l'envie, l'épanouissement que procure une activité qu'on intègre à haute dose dans notre quotidien. Ça, c'est une chose. Mais comme n'importe quelle addiction, si on se rend compte que c'est quelque chose dont on peut absolument pas se passer ou qui génère des troubles comportementaux, anxieux ou quoi ou qu'est-ce quand on ne peut pas la pratiquer, et là c'est encore un autre sujet, là il faut s'inquiéter, quoi. Mais moi j'y ai pas été confronté d'expérience, pour en avoir parlé avec certains athlètes ou avec des gens que j'ai pu interviewer dans le cadre de mon travail. Je suis pas sûr que ce soit possible de performer à haut niveau et d'être stable à haut niveau et d'avoir les résultats escomptés si on a ces pathologies et ces problématiques-là. Je pense que l'addiction au sport, et à un moment ou à un autre, d'un point de vue blessure, d'un point de vue structuration mentale, va poser problème s'il n'y a pas l'équilibre. Donc ça, en tout cas, c'est quelque chose à surveiller quand on pratique ces sports-là à haute dose, surtout sur des longues distances où ça devient important dans le quotidien. Il faut vraiment réussir à faire la part des choses. Et même moi, ça m'est arrivé de m'interroger. Hein. Ouais. Et je trouve ça sain et important. Attention, là, est-ce que vraiment c'est une addiction? C'est quelque chose... est-ce que ça va me manquer? Est-ce que si je pratique pas, pourquoi je le fais, etc. Est-ce que je suis accro à ce truc? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai intégré à mon quotidien, qui m'épanouit, qui fait aujourd'hui partie de mon identité et qui me fait du bien? Et comment tu arrives à avoir un jugement, peut-être pas forcément neutre là-dessus, mais on va dire, neutre, dans le sens où tu vas pas dans ton sens, tu vois, genre... pas te rassurer ou faussement te rassurer alors que tu as cette tendance... C'est difficile parce qu'on n'a jamais les réponses concrètes. Mais pour répéter ce que je disais tout à l'heure, pour moi, je ne sais pas si ça suffit parce que je ne suis pas expert non plus. Hein. Moi, je suis un peu comme toi, comme tout le monde. C'est une pratique de mon quotidien, mais je tâtonne pour l'apprivoiser, pour m'y adonner au quotidien, etc. Mais je trouve que c'est bien de se réinterroger parfois. Là, pendant 2 jours, j'ai pas réussi à courir, ou est-ce que ça me manque? Est-ce que ça me rend irascible? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce que ça change quelque chose à mon quotidien? Alors, pour moi, la réponse est non quand je m'interroge. Est-ce que je suis totalement objectif sur ma propre interprétation? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai la sensation aujourd'hui vraiment de ne pas avoir ce rapport-là addictif. Mais je pense que c'est aussi l'expérience. Peut-être qu'à certains moments, on disait tout à l'heure que moi, dans mon parcours, ça fait 10 ans que je cours. Peut-être qu'il y a eu des moments que je ne saurais pas identifier. Je ne sais pas si c'est le cas. Mon rapport avec la course à pied et le sport était plus malsain. Peut-être. Parce que justement, je m'interrogeais moins. Ou que j'étais dans une découverte, une volonté de faire plus, d'en faire davantage. Je ne sais pas, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est sain de se réinterroger en permanence là-dessus, qu'on soit athlète de haut niveau ou qu'on soit coureur amateur qui pratique à haute dose, quoi. De toujours vérifier le thermomètre sur ça, quoi. Et après, il y a les réflexions personnelles d'introspection, mais il y a aussi savoir être à l'écoute de son entourage. Ouais. Ne pas être sourd aux alertes potentielles des gens. Alors, pas les gens qui vous disent « Non, mais tu cours 7 jours, c'est bizarre, t'es chelou et tout ». Non, les gens qui comptent pour vous, qui sont intégrés à votre quotidien et qui peuvent avoir des réflexions. Attention, là, c'est bizarre comment t'agis par rapport à ça. Faut pas y être sourd, faut y être attentif et savoir les utiliser comme des renseignements potentiels sur votre état, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est une bonne jauge potentielle, ouais. Très, très bon conseil. On va le dire à tous ceux qui nous écoutent de faire attention et d'écouter l'entourage. Justement, pour finir un peu l'épisode, j'aime bien toujours demander quelques recos.
Ok. Alors, tu as de la chance parce que la reco que je demande toujours, c'est un livre. Alors, on va pas préciser les tiens, de toute façon, ils seront déjà dans la description, mais est-ce qu'il y a un livre que tu as l'habitude d'offrir en cadeau à tout le monde ou qui a beaucoup compté pour toi, personnellement? Il y en a plusieurs. Alors, Tu peux en donner plusieurs si tu veux. Ok. Si on reste dans la course à pied, moi, il y a un livre que j'aime offrir et que je conseille à beaucoup de gens, c'est La Grande Course de Flanagan, Ok. de Tom McNabb, qui est un roman, en fait, issu d'une histoire vraie, hein, qui est une course transaméricaine. Donc, l'idée de mettre en place une course à pied qui traverse les États-Unis dans les années 30, pendant la Grande Dépression, qui est une idée qui a réellement eu lieu. Hein. Il y a des gens qui ont essayé de faire cette course, et là, l'auteur prend le prétexte de cet événement historique pour raconter une transaméricaine, donc la Grande Course de Flanagan, qui est le nom de la personne, de l'organisateur. Ok. Et c'est une traversée des États-Unis dans les années 30, à suivre cette sorte de caravane, un peu comme la caravane du Tour, il y a les coureurs qui courent des étapes quotidiennes, avec derrière tout un tas de gens qui les suivent, que ce soit des journalistes, que ce soit des supporters, des gens. Et c'est cette itinérance dans les États-Unis des années 30 sous couvert d'une course à pied. C'est très romanesque, c'est très intéressant, c'est très, très divertissant, très inspirant quand on aime la course à pied. Donc ça, c'est un des livres que je conseille. Et moi, un autre livre qui rejoint potentiellement ma première passion, qui est le football, c'est un livre de Nick Hornby qui s'appelle Carton jaune, qui pour moi le plus beau livre, le plus beau roman qui a été écrit sur les émotions que peuvent générer le football et la passion pour un club, et la transmission, y compris de cette passion. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est fan d'Arsenal parce que son père l'emmène au stade. Et cette passion transmise par son père va tellement être importante pour lui qu'au fil du temps, il va vraiment devenir un supporter inconditionnel d'Arsenal, et raconter à quel point cette passion du football, cette passion pour sa ville et pour son club, prend une part importante de son quotidien et de son identité. Et voilà, c'est un livre que je trouve très beau et qui met vraiment sur la table les émotions qu'on peut ressentir en aimant le sport et en s'identifiant à une équipe, en l'occurrence de football. C'est un livre que je relis très régulièrement. Ok. Donc tu fais partie de la team des gens qui relisent régulièrement leurs livres. Les livres qui sont importants pour moi, ouais. Ouais, ils sont jamais très loin. Ouais. Ok. Je note, j'irai les lire parce que je les connaissais pas du tout. Et c'est hyper enrichissant de voir quelqu'un qui recommande d'autres livres que les grands classiques du running, Born to Run et autres. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que c'est un épisode réussi? En tout cas pour toi. J'espère. J'aurais plutôt tendance à te dire, c'est à toi de me le dire, mais moi je suis je suis pas spécialement habitué du coup par rapport à ce qu'on a évoqué en début d'épisode, habitué à parler de moi, mais donc pour moi c'est un exercice un peu particulier, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi, à répondre à tes questions et à, comme tu l'as dit, à me mettre un peu dans la peau de ceux qui sont confrontés à moi, on va dire, d'habitude. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à être là, ouais. Merci beaucoup, merci à toi. Et je reprécise du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, il y aura tous les liens de Franck dans la description et les liens de ses livres, des livres qu'il a coécrits, pour si vous voulez les retrouver. Merci beaucoup. Merci Clément.